Bonjour, bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Berlin de Toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. Allez, c'est parti. Farah Alleg. Salut. Salut, c'est bien ça ton nom? Oui, tu l'as bien dit. Même. Ouf. Ok. Je suis hyper heureuse de te recevoir. Tu vois, j'en perds mes mots déjà. Sur ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, moi aussi, de te parler. Je suis trop contente. Je tiens à dire, for the record, que en fait, je t'ai suivi juste après l'enregistrement avec Julia. Parce que je sais pas comment j'en suis arrivée à elle te suivait et puis je suis tombée sur ton profil et j'avais pas du tout capté que tu étais francophone. Enfin, tu vois, pour moi, c'était une autre artiste étrangère trop stylée. J'avais pas capté que t'étais à Berlin. J'avais rien capté. Mais alors, ce que j'avais capté, c'est vraiment tes créations que j'avais trouvées extraordinaires. Enfin, vraiment, ça a été un truc de waouh, genre next level, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et vu que Julia est très internationale, j'avais pas fait le lien avec Berlin et en fait, je fais un coucou à Anne, de Rennes Berliane, qui m'a parlé de toi après, et qui m'a dit « Mais oui, elle habite à Berlin et tout, et en plus, elle va partir. » Et je me suis dit « Ok, je fais donc une mini entorse, parce que vraiment, c'est trop stylé qu'elle soit là, et que tant pis si elle part après. » Donc voilà. L'objectif, c'était de parler à la fois de ton parcours, parce que tu as quand même un sacré parcours, de ton art, tes inspirations, et plein d'autres choses. D'accord, je suis prête. Ça te va? Oui, mais peut-être que tu m'as suivie en fait parce que j'ai écouté le podcast avec Julia et j'ai dû liker le post. Peut-être que je suis apparue possible, comme ça. Tout à fait. Ouais. Et tu vois, alors vraiment, pour les gens qui écoutent quand vous likez, ça, tu vois mon temps de réaction et de réactivité, genre. Mais ouais, en fait, c'est rigolo parce que tu dois voir ça aussi dans les gens qui likent. Tu vas regarder les profils des gens? Pas à chaque fois. J'avoue, je le faisais beaucoup au début parce que j'étais trop contente que les gens me likent, mais à force, moins quand même. C'est ouf, hein. Ça dépend. En fait, si la personne a l'air d'avoir un profil mystérieux ou quelque chose qui attire le regard, là, j'y vais, c'est sûr, mais ça dépend de ma curiosité ce jour-là, on va dire. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, on est très suivi par tous les bots. Ouais, exactement. Quand même très désagréable sur Instagram. Parce que des femmes à moitié habillées qui te suivent, donc bon, c'est vrai que là, tu suis moins. Mais là, je suis moins intriguée, on va dire, quand ça arrive. Mais c'est vrai que je m'étais posé la question parce que moi, quand je suis des gens que j'apprécie et que je like, tu sais, pour moi, c'est un truc de ouf. Et en fait, je me rends compte que quand t'es dans l'autre position, je sais pas comment dire, mais t'as tellement d'autres trucs en tête qu'en fait, tu prends pas le temps d'aller regarder. Et je me disais, ce serait quand même vachement cool d'aller suivre, enfin, regarder, contacter la personne. Ouais, qu'est-ce qui te plaît, comment t'es arrivé ici, est-ce que t'as des questions? Ouais. Non, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il nous faudrait peut-être 5 vies pour avoir le temps de faire ça, en plus de tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Ce n'est pas faux. Ça me fait une transition parfaite. Merci beaucoup, parce que là, on est déjà en train de dériver. Donc, pour commencer ce podcast, s'il te plaît, chère Farah, oui, pourrais-tu te présenter? Eh bien, je m'appelle donc Farah Alleg, je suis tuniso-québécoise et j'habite à Berlin depuis quelques années. Je suis illustratrice. Et je suis aussi designer graphique, mais principalement mon activité c'est de l'illustration, on va dire. Ok, ça est trop bien. Tunisienne québécoise? Ouais. Enfin, t'es née où? Je suis née en Tunisie, d'un père tunisien et d'une mère québécoise. Et j'ai vécu la première partie de ma vie en Tunisie, genre jusqu'à mes 16 ans, je pense. Et après, mes parents m'ont envoyée au Québec, à Montréal. Toute seule? Avec mon frère. Ouais. C'était un peu... Ils ont dit, il fait trop froid pour nous, vous y allez tout seul. On n'a pas envie. Non, mais en fait, il venait souvent, il venait à chaque quelques mois. Et on était bien, on a de la famille là-bas, donc la moitié de ma famille est là-bas, donc on n'était pas non plus laissés à nous-mêmes. Et puis, ils voulaient nous donner un peu l'occasion de s'ouvrir à d'autres horizons avant de passer le bac.
en fait, parce que c'est chouette. souvent, tu arrives au bac et tu n'as pas vraiment beaucoup d'expérience dans la vie, et il faut que tu choisisses un chemin. Et en étant en Tunisie, on va dire que les inspirations sont moindres qu'en Occident, quand même. Inspiration de quoi? Pour des choix de carrière, Okay. pour le genre d'études, pour, je sais pas, juste les possibilités en général. Disons que c'est une culture où il y a plus de standards et du coup, tout le monde se retrouve un peu à faire les mêmes trucs et on dirait qu'il y a des métiers qui disparaissent un petit peu ou à qui on donne pas beaucoup de chance. Et c'est ça, et nos parents, pour avoir vécu les deux au Québec, ils se sont dit que ça serait une belle façon de nous ouvrir l'esprit avant de partir, en fait, avant de partir pour la vie professionnelle. C'est Et du hyper coup, touchant, je trouve. C'est trop beau quand t'as des parents... C'est la première fois que j'entends ça, des parents de deux nationalités différentes ouais, qui font grandir leurs enfants dans un endroit et qui les envoient dans l'endroit de l'autre parent, oui, si je comprends bien. ouais. Et du coup, après, autant moi que mon frère, on a passé deuxième moitié de notre vie au Québec. Et c'est ça, on est rentré dans le système québécois. Et puis, j'ai commencé mes études en arts-et-lettres à ce moment-là, en fait. Je suis arrivée, il restait... c'était les 2 dernières années avant l'équivalent du bac, c'est le cégep dans le système québécois. Et du coup, tu peux déjà choisir une direction un petit peu. J'ai choisi arts-et-lettres. Et puis, ça m'a ouvert à la possibilité qu'on pouvait peut-être vivre en faisant de l'art. Et, euh, et même, tu vois, c'était abstrait. Déjà, vivre de l'art, c'était pas trop possible dans ma tête. Tu vois, j'avais pas d'exemple, en fait, dans ma vie de personnes qui vivaient de ça. Et en plus, de vivre dans le marché plus, parce qu'il y a l'art où c'est des créations personnelles. Puis après, t'as plus le monde de l'illustration, du design, où c'est des commandes, où oui, t'as de l'expression personnelle, mais t'as aussi répondre à des commandes. Donc, c'est un peu plus être dans un marché, je sais pas. On va revenir à ça. Ouais. Mais ce que je voulais te demander aussi, c'est quels a été tes grands chocs? Ou est-ce qu'il y a eu des grands chocs quand Ah t'es ouais, arrivé mais j'ai eu des grands chocs et j'en ai toujours, en fait. Mais juste par rapport à ce passage de la Tunisie au Québec? Il y en a tellement. Ouais. En même temps, j'avais un contact avec le Québec, donc c'est pas comme si j'arrivais quelque part où je connaissais rien. Je comprenais aussi le québécois parce que je l'entendais depuis que je suis petite. Mais le choc, tout, mon Dieu, tout était différent. Même la couleur du ciel est différente, les arbres sont différents, les gens, leurs réflexes. Je sais pas, tout ce que j'étais habituée à faire devenait étrange parce que ça se faisait pas de cette manière-là. Donc même mes manières de nommer les choses, même si je parlais français, des fois je les nommais pas en québécois. Donc je sais pas. Il y avait aussi une liberté dont j'étais pas habituée forcément, parce qu'encore une fois, je viens d'un pays arabo-musulman, donc c'est pas là où tu fais un peu ce que tu veux, surtout en étant une femme. Et, euh, et là, du coup, j'étais là à 16 ans, à peu près toute seule. Donc c'était un bon choc, mais dans le sens positif, en fait. Après, qu'est-ce qui est choquant? Il y en a tellement. Autant que ça. Bah ouais, La c'est si nourriture. différent. Ouais, la nourriture, la météo, l'endroit où tu es dans le monde, tu vois, tout est différent. Les animaux sont différents, les manières, même les heures à laquelle tu manges ou tu dors, tout est différent en fait. Et non, je sais pas, j'ai installé un nouveau logiciel dans ma tête. Et le fait de le vivre avec ton petit frère, C'est mon grand frère, c'est en ton fait. grand frère, ok. Ouais. Et lui, il était là quelques années avant moi, donc c'était trop cool. Il m'a aidé pour tout, tu vois. Je suis pas arrivée comme lui où j'ai dû me faire des amis de zéro parce que j'avais lui déjà et tous ses amis. Et en plus, ils étaient trop cool puisqu'ils étaient plus vieux que moi, donc direct, j'étais dans le crew un peu plus vieux. Et, euh, et ouais, je sais pas, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus confiance en moi. Et puis, de l'autre côté aussi, c'était cool parce que j'étais la fille qui habitait toute seule avec mon frère à 16 ans. Donc tous mes potes que je me suis fait étaient tout le temps chez moi parce qu'il n'y avait pas de parents. Donc c'était assez T'as eu chouette le comme label période. cool, ouais, c'est clair. Ouais, ça nous a beaucoup rapprochés avec mon frère aussi. C'était chouette. C'était très chouette comme moment. T'as eu des questions d'identité ou des... Enfin, je veux dire, quand tu regardes en arrière ou pas du tout?
Ah ouais, mais ça, c'est depuis que je suis née, de toute façon, c'est la question constante. Dès que tu mélanges, je pense déjà, si tu changes de ville, tu peux avoir une question d'identité, mais si en plus, à la base, tes deux parents ne viennent pas du même endroit et qu'on t'apprend deux cultures, des fois contradictoires en même temps, et puis, et t'es tout le temps la personne différente de quelqu'un, en fait. En Tunisie, j'étais la Canadienne, et après, je suis arrivée au Canada, j'étais la Tunisienne. Donc, je suis tout le temps d'ailleurs, et là, ça s'améliore pas depuis que je suis à Berlin. mais, euh, mais ouais, on se demande quelle partie est plus forte que l'autre. Et à un moment, c'est un peu un espèce de combat interne, mais après, je pense que c'est pas si important d'avoir une base, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai assimilé personnellement. Je me suis dit, j'en ai plein, et elles sont toutes moi. Et là, j'en rajoute d'autres. Et puis, et c'est tout. On avance avec ça sans se dire je suis une entité. C'est pas un thème en fait. Bah, ça le devient après. Après que ça a été quand même beaucoup de questionnements et de savoir. C'est rien que de se dire normalement, tu grandis quelque part et tu choisis pas forcément tout. C'est juste la vie t'amène devant des personnes, devant des choix de vie, mais t'en as pas tant. Et là, tu dois choisir tout le temps. Genre, même, tu décides ton identité à travers tous les petits gestes que tu fais. C'est un peu fatigant quand même à la longue, quoi. Mais ouais, et quand on l'accepte, ou plutôt quand on accepte que c'est moins un thème, là, ça devient quand même vachement plus reposant à vivre. Et du coup, tu commences à ce moment-là l'art et les lettres. Ouais, j'étais pas partie pour ça, en fait. J'étais partie pour faire des études en sciences. Mon père est médecin et ça m'intéressait et je m'en sortais quand même pas mal à l'école. J'étais supposée pouvoir faire ce chemin-là et en fait, justement, d'y aller jeune, j'ai pu traîner avec des gens qui, eux, faisaient des cours d'art plastique ou venaient de familles d'artistes ou de gens qui en vivaient. Puis ça m'a frappée tout de suite. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible, donc jamais je ferai pas ça. C'était trop fort, en fait. Donc j'étais inscrite en sciences. Et 2 semaines avant la rentrée, je suis allée voir mon père. J'ai dit non, je peux pas. En fait, je peux pas ne pas aller là. C'est trop cool. Il faut que je le fasse. Et après, si jamais je décide que c'est pas un bon choix de vie, je changerai. Et puis j'aurai encore la possibilité de me diriger vers autre chose. Mais c'est ça, j'ai fait arrêt lettres. C'est quoi. Ouais. Et j'ai pas regretté, c'était trop bien. C'était trop bien. C'était au Québec? Ouais, c'était au Québec, à Montréal. Et grande ville en plus. Ouais, et je sais pas, j'ai eu beaucoup d'inspiration. Juste les profs qu'on avait, c'était ou des artistes confirmés, ou des gens du milieu, ou c'était tellement inspirant. Et je sais pas, j'avais une distance avec mes profs dans la vie avant. Il n'y avait pas tant de relations personnelles où je savais pas ce qu'ils faisaient de leur vie après être prof, alors que là, il y avait beaucoup d'échanges. Et du coup, c'était super intéressant et on sentait qu'ils ne nous prenaient pas aussi... ça, il y a beaucoup ça au Québec, c'est tranquille, tu tutoies tout le monde, t'appelles tout le monde par son prénom, donc t'as genre l'artiste trop bien, trop confirmé, qui a plus que la soixantaine, tu l'appelles par son prénom, puis il t'invite à son expo alors que toi, t'as 16 ans et tu connais rien à la vie, c'est trop cool. Vous aviez des cours où vous appreniez aussi à gérer... C'était quoi comme cours, en fait? C'était que de l'histoire de l'art et de pratique? Ou est-ce qu'il y avait de l'administratif Non, il y avait zéro administratif, non. Comment vivre de ton art, non? Et effectivement, ça manquerait, je pense. C'est un truc qu'on apprend tout seul, en fait, et pas très bien, et ça prend trop de temps. Je pense que ça serait cool qu'on nous les enseigne un petit peu plus tôt. Non, c'était surtout conceptuel, pratique, technique, et théorique, histoire de l'art et tout. Puis on avait des matières normales genre français, philosophie, maths. Parce que quand tu commences en plus des études comme ça, est-ce qu'il y a une idée derrière de quels sont les métiers que tu peux atteindre? Ou est-ce qu'on vous dit il y en a un parmi vous qui pourra vivre de son art, des trucs comme ça? Ou c'est plus large? C'est assez large. Je pense que ça dépend de qui tu es à la base, si t'es quelqu'un qui aime bien prévoir ce que tu fais ou pas. Moi, en vrai, pas du tout. J'aime bien prendre un chemin où je sais pas du tout où est-ce qu'il va m'amener. Du coup, j'ai pas du tout pensé à qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Je gardais
la porte ouverte éventuellement, il y a l'architecture si jamais l'art, je sais pas si ça réussit pas ou j'arrive pas à en vivre. Mais l'université, vous mettez pas non plus dans un truc... vous projetez pas dans le futur ou ce genre de choses? Pas tant. Bah, en tout cas, moi, je parle pour moi, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui étaient déjà, ils savaient déjà où est-ce qu'ils allaient, mais en vrai, moi, je marche beaucoup à l'instinct et aux rencontres. Et d'ailleurs, ça a été ça pendant des années et quasiment toute ma carrière. Donc, je commence maintenant à m'entraîner à prévoir des choses. C'est nouveau dans ma vie. Mais du coup, j'ai pas. Ou alors, si on me disait quel genre de carrière je pouvais faire, j'ai pas trop écouté. Ok. Parce que, en fait, ça me fait penser à, tu vois, Roman Frécinet. Oui. Qui est un super humoriste, quand même. Oui, et ça a été qui est passé par Montréal. Et ben voilà. Et en fait, ça a été la première fois. Tu sais, moi, je pensais que c'était une blague quand il disait qu'il avait fait l'école de la comédie ou l'école de l'humour. Oui. Mais je pensais que c'était comme l'école du rire, enfin, une radio ou une blague, en fait. Ouais, ils vont à l'école. Non, ici, il y a une vraie... Enfin, c'est une université qui te prépare, qui t'apprend. Et en fait, c'est joli parce que d'un côté... De toute façon, c'est comme n'importe quoi que tu veux faire dans la vie. Il y a un moment, il faut que tu l'apprennes. Tu vois. C'est pas des trucs qui te tombent dessus. C'est dans un monde imaginaire, ça. Non, et du coup, ça a du sens, de toute façon, que ça existe. Mais je me demandais si on préparait du coup plus les élèves à devenir artistes, à savoir se gérer, à savoir faire tout ce côté administratif, marketing... gestion de prix, contrat. Pas du tout. Non, en fait, pour faire un saut à l'université, là, j'ai fait design graphique. Et à ce moment-là, c'était un peu plus concret, mais un peu. Parce que, en fait, je sens que le programme était partagé entre on veut vous laisser explorer, aller dans le trip conceptuel à fond, parce qu'après, les réalités du marché ne vont pas vous laisser autant de liberté. Donc là, c'est le moment de vous entraîner, d'ouvrir des portes dans votre cerveau et tout. Ce qui est chouette aussi. Hein. Ce qui est très chouette. En vrai, c'est très chouette. Mais après, effectivement, quand tu arrives dans un bureau pour travailler, là, t'es genre, OK, qu'est-ce que je fais? Mais ça s'apprend, tu vois, ça prend quelques mois et t'es lancé. Mais après, ouais, en vrai, je pense que j'aurais bien aimé qu'on me donne des cours, comment parler à des clients, comment mettre des prix, comment faire des contrats, comment trouver des clients aussi. C'est genre le truc de base, mais que personne te dit comment et tu trouves à tâtons au fur et à mesure. Mais ouais, non, il n'y avait pas tant cette formation ancrée dans le réel, on va dire. C'était plutôt conceptuel. Et comment tu as commencé alors? J'ai commencé de la mauvaise manière. Bon, en tout cas, je l'interprète comme la mauvaise manière après coup, mais donc à l'université déjà, on pouvait commencer à faire des contrats et c'était un peu l'idéal d'être freelance à son compte. Tu fais que les contrats que tu choisis. En parallèle de tes études ou... Ouais, en parallèle des études. Et je sais pas, j'avais pris le plus de cours en lien avec l'illustration possible et les dessins, et dessins, peinture et tout, qui étaient tous des cours optionnels. Donc pas forcément quand tu étudies le design graphique, t'as à voir avec ce genre de formation. Et franchement, les profs d'illustration, quand même, ils essayaient de nous dire la réalité et pas comme ça. Mais on n'avait pas assez de temps, en fait. Et du coup, je réponds sans répondre, mais... T'inquiète. Quand j'ai terminé l'université, je me suis dit, je pars à mon compte, je suis illustratrice à 100%. Et t'as commencé directement, du coup, après? Ouais, en tout cas, j'ai annoncé que j'ai commencé, ça veut pas dire que j'ai vraiment commencé une vraie carrière. Donc pendant un an, j'ai un peu fait n'importe quoi. Genre des contrats sans être payés, ou des contrats pas intéressants, ou sous-payés, ou sans me protéger, ou bref, le truc de base. Voilà, de base. On fait vraiment. C'est ça, on apprend quoi. Quand tu sais pas, tu sais pas. Hein. C'est ça. Puis t'as besoin de l'apprendre quelque part, et du coup, si on te le dit pas ou si on t'habitue pas, tu le fais. Et après un an, j'avais plus d'argent. Ah la vache. Ouais, du coup, je travaillais beaucoup, mais sans vraiment d'income. Donc ouais, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que j'ai une autre stratégie. Donc j'ai trouvé un autre boulot. Et je suis entrée en tant que designer graphique dans une agence qui s'appelle Autoblix à Montréal.
C'était très cool. C'était très cool. J'ai finalement fait genre 3-4 ans là-bas. C'était chouette. Et en parallèle, je développais mes contrats d'illustration. Et du coup, mon objectif, c'était rester dans cette agence-là jusqu'à ce que je puisse voler de mes propres ailes, tout en gardant en tête, je veux être illustratrice et freelance et à mon compte. Pourquoi tu voulais être illustratrice à ton compte ? Je sais pas. Non, je sais pas, c'est une pulsion en fait. Je pourrais même pas expliquer. Bah, comme quand tu es amoureux de quelqu'un et juste tu te retrouves à tout le temps vouloir être avec lui, c'est la même chose. C'est pas logique en fait. Je sais pas, il y a un truc qui me tire vers ça. La première année, t'avais pas découragé ou fait changer d'avis ou ce genre de choses ? Non, je me suis juste dit que je faisais pas les choses correctement, mais au contraire, j'avais encore faim de ça. J'adore. J'en parlais avec un pote récemment et il était là, saine confidence. C'est la saine confiance en soi, genre. C'est juste... genre, aucun doute sur le fait que ça va marcher, c'est juste c'est pas le bon chemin. Ouais, exactement. C'est une confiance aveugle, non logique, non explicable aussi, je sais pas du tout. Et du coup, dans cette agence, t'as pu apprendre ce qui t'avait manqué ? Ouais, ben du coup, j'ai appris à parler à des clients. Je le suis encore un petit peu gênée et tout, mais là, je me suis retrouvée à devoir représenter l'agence devant des gens. Des fois, on était une table de 10, puis c'était moi qui devais présenter le truc et tout. Bref, ça te forme. T'as des amis aussi. Et ça t'apprend aussi que les clients peuvent être des amis. Tes collègues aussi, c'était très cool. Mais encore une fois, à la québécoise, où il n'y a pas beaucoup de frontières et de hiérarchie, c'était un peu une petite famille, c'est une petite boîte. Du coup, je me suis fait des amis qui sont devenus clients, qui sont restés clients même après quand je suis partie. Et ouais, ça m'a appris là-bas ce que j'ai pas eu à l'école, ouais, effectivement, de gestionnaire, mais un peu quand même. Parce que je devais pas non plus, c'est pas moi qui chargeais l'argent ou qui parlait de contrat ou de modalités, donc ce côté-là, je l'ai quand même appris après sur le tas, à force. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidée pour cette partie-là, c'est l'Association des illustrateurs du Québec, en fait. Et du coup, c'est plein d'illustrateurs qui se sont mis ensemble parce qu'ils se sont dit, il n'y a personne qui nous explique ce genre de choses, il faut bien qu'on fasse nous-mêmes. Et il y avait des formations ou des livres qui te disaient, voici un contrat type, des choses que tu devrais accepter ou pas de la part d'un client. Donc, j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de tips de ce côté-là. Oui, en plus, ce qui est cool, je trouve, dans le monde du freelance ou quand tu es à ton compte, c'est que c'est justement cette question de contrat. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est à base de ce qu'on doit apprendre, même peu importe les études que tu fais. Ouais. Quand tu penses que les premières choses que tu commences à faire avant de travailler, c'est soit ton contrat de logement, soit ton contrat de travail, et que tu sais pas lire, et que tu sais pas... Enfin, tu lis un truc, mais tu te rends pas vraiment compte des tenants, des aboutissants et tout. Je trouve que c'est la base. Et en plus, ce genre de contrat, c'est la beauté du fait que tu peux le faire comme tu veux aussi. Ouais, c'est ça, tu crées les conditions, ouais. Et donc, tu as une liberté énorme, en fait, et un petit pouvoir quand même. Mais comme tu dis, on n'est pas du tout armé, en fait, dans la vie, à gérer l'argent, à gérer les trucs, tout ce qui est en lien avec nos droits, freelance ou pas, en fait. On nous apprend juste pas à gérer même un salaire, il faut que tu le gères, mais tu sais pas du tout. Tu te retrouves à avoir de l'argent qui rentre, mais tu sais pas, et je sais pas en fait pourquoi on nous apprend pas tant que ça cette partie-là. Bah alors, comment t'as appris du coup ? Est-ce qu'il y a eu des ressources sur Internet ? Est-ce que tu t'as acheté des livres ? Ouais, tout ça. Des fois, c'est d'autres collègues, donc d'autres illustrateurs du milieu qui me racontaient des tips. Des fois, donc c'est l'association qui revient à d'autres illustrateurs. Des fois, c'est des livres, des fois, c'est Internet. Mais justement, c'est pas le plus efficace parce que ça dépend de ta curiosité de base. Donc, si tu te rends pas compte que tu as un problème, tu n'auras jamais la solution, en fait. Et du coup, pendant plusieurs années, tu peux être super mal payé juste parce que tu sais pas que tu peux être payé mieux ou parce que tu sais pas qu'est-ce que ça vaut, ce genre de travail ou parce que tu n'as pas les bonnes modalités dans ton contrat. Et tant que tu rencontres pas la personne qui va te le dire, tu peux ne jamais t'en rendre compte, quoi. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Et puis tu vas voir, on va avoir un super monde qu'avec des algorithmes. Si tu t'intéresses pas à ce genre de truc, on va jamais te le présenter en plus. Ouais, ça se complique en plus, ouais. Ou alors, il faudra aller dans les librairies.
Tu seras obligé de marcher dans les rayons et regarder les livres. Non, je taquine, mais je suis d'accord que c'est un sujet de... quand tu commences à gagner de l'argent, bah, tu te rends compte que même culturellement, t'as vu tes parents gérer, mais en fait, t'es pas forcément dans la discussion non plus. Non, c'est et ils ça, t'expliquent ouais. pas, alors on a fait les courses, ça c'est le budget, ou c'est quoi un budget, comment ça Ouais. marche. Je pense, en fait, je lis quelques newsletters sur, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Snowball, donc c'est de l'investissement, mais en fait, juste lire des choses qui sont en rapport avec les finances personnelles, l'argent et ce genre de choses, ça te donne aussi une sensibilité plus grande. Oui. Et un jour, tu t'assieds. On avait fait ça avec Caroline d'ailleurs, qui est passée sur ce podcast, où on s'était retrouvés en se disant, ça te dit pas, on regarde comment fait l'autre. Ok. Parce que c'est cool. Bah ouais, parce que tu as ce grand truc en ce moment de venez, on parle de nos salaires, histoire de savoir ce que les autres gagnent, mais venez, comment vous gérez votre budget. Ça, t'apprends plein de trucs et tu découvres plein de tips que les autres ont. Ouais, parce qu'au final, on a un rapport complètement différent. Tu sais, même tu dis, on a l'exemple des parents, juste les deux parents ne font sûrement pas la même chose. C'est pas fou. Ouais, c'est clair. Je sais pas, c'est comme manger ses céréales le matin. Personne ne les mange de la même façon. Et du coup, c'est une bonne idée, tiens. Je vais te piquer cette manière de faire. En plus, ce qui est cool, c'est que quand tu le fais avec tes potes ou des connaissances ou quoi, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas l'expert qui te... Tu vois, c'est juste bonjour, voilà mes petits bouts de cartes, moi je fais comme ça. Enfin, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y aurait plein de trucs à creuser. Ouais, exactement. Est-ce que tu as trouvé... Enfin, tu as quand même un sacré style. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je l'identifie style par... on pourrait te reconnaître s'il n'y a pas ta signature dessus. Ou... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'identifie. Ouais, je trouve. Ah ouais, je trouve ça ouf. Ah bah, ça me fait plaisir. En plus, moi, je trouve ça trop beau ce que tu fais. Donc voilà, vraiment pas neutre du tout. Et en fait, je voulais te... Est-ce que tu penses déjà que tu as un style? De plus en plus, ouais. Au début, forcément, j'en avais pas. mais je pense que c'est assez rare des gens qui ont un style en commençant parce que c'est pas très naturel en fait de faire les choses d'une seule manière et justement tu vois là je t'ai dit tu penses parce que je suis pas certaine parce que j'ai l'impression que je change quand même mes manières de faire même s'il y a des points en commun alors qu'il y a d'autres artistes où vraiment genre c'est très 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 consistant autant dans les formes les couleurs et tout mais je pense que ça représente encore une fois la personnalité de la personne qui fait le truc. En fait, si tu as une personnalité changeante ou pas, si tu t'ennuies vite ou si tu as une petite constance. Comment j'ai trouvé mon style, c'est... Ou est-ce que c'est important d'en avoir un, tu penses? Ça dépend, c'est quoi tes objectifs? Y a de la place pour tout en fait. Tu peux autant être un artiste qui fait plein de trucs et les gens vont trouver que c'est un avantage parce qu'ils peuvent te demander tout et n'importe quoi et tu vas très bien faire plein de styles différents, mais c'est plus facile je pense de s'adresser, c'est comme parler une langue ou plusieurs, tu vois, si tu as un public où tu dois parler 5 langues différentes, c'est un peu compliqué de leur montrer que tu maîtrises les 5 et avoir les bons mots dans les 5, alors que quand tu as un style, bah, tu vas toucher, tu vois, déjà plus précisément autant un public que... ouais, je sais pas, ça facilite le chemin, au lieu de se demander à chaque fois, maintenant je vais être qui, tu vois, parce que c'est un peu une expression de soi quand même. Il y a quelque chose de rassurant aussi, il y a quelque chose de rassurant parce que tu sais où tu t'en vas, mais en même temps, c'est une pulsion que tu contrôles pas trop, je pense que c'est un peu une expression de soi. C'est ce que je voulais te demander, ouais, parce que dans ton processus de création, quand on demande une commande ou ce genre de choses, ça se passe comment chez toi? Parce que j'imagine c'est pas c'est ça l'idée, je vais mettre mon style, tu vois. Enfin, ça me paraît un peu absurde dit comme ça. Non, effectivement. Enfin, j'imagine qu'un style c'est vraiment un truc de quelqu'un d'extérieur qui regarde en disant je vois une continuité dans ce que tu fais, tu vois. Tu veux dire comment ça prend sa place dans le processus? Déjà, il y a les idées, oui. Mais au final, comment dire ça? Tu penses à ce que tu pourrais faire, mais en même temps, ça reste tout le temps dans le cadre de tes capacités, tu vois. Et tes capacités, forcément, vont définir ton style. Donc,
donc, dès que tu réfléchis dès le début, tu sais un peu que tu vas éliminer certains trucs et en faire d'autres. Mais Donc, par exemple, faire des visages ou pas faire des visages ou des ouais, paysages. c'est ça. Ok. C'est ça. Et un peu les couleurs que tu vas utiliser aussi. Et, mais des fois, il y a le danger que pour certains contrats, je sais pas, tu vois que la solution est dans un autre traitement visuel et du coup, tu te perds un peu dans un autre style, justement. Ça arrive au final. Peut-être que j'ai l'air d'avoir un style consistant, mais il y a aussi des choses que je montre pas, que j'ai fait où je me dis, mais ça a aucun lien avec là où je veux aller dans mon style, en fait. Et donc, il y a un filtre aussi sur qu'est-ce que tu montres pour diriger un peu, qu'est-ce qu'on te demande aussi. Et ça se passe comment? Tu discutes avec les gens? Ou ils viennent à toi avec une idée très précise? Ça dépend. Tout est possible, en fait. Il y a des gens où c'est extrêmement précis. Et limite, ils viennent et ils te disent, je veux ces couleurs, ce thème. Il te reste juste à faire la composition, en fait. Et d'autres où c'est carte blanche, tu fais ce que tu as en tête et on verra. Ou juste une direction, je sais pas, je veux qu'il y ait un thème marin et après tu démarres de ça, tu vois. Ça dépend vraiment du client, du contexte. Je sais pas si c'est par exemple une ONG qui a une mission précise. Là, c'est sûr qu'ils vont te demander quelque chose d'extrêmement précis. Ils vont vouloir par exemple des espèces d'animaux qui vont apparaître, tu vois. Ça sent le vécu quand même. Mais c'est très amusant à faire. ou au contraire, quand c'est, je sais pas, on te demande une murale par exemple, là c'est vachement beaucoup plus libre, tu vois. Tu peux interpréter un peu plus à ta manière. Alors, je fais un mini point vocabulaire, une murelle, parce que ça, c'est québécois, pour le coup. C'est vrai? Ouais. Comment on dit je sais pas, un mur. Je crois qu'on dit un mur, mais c'est vraiment une fresque. Ou une fresque. Peut-être qu'on dit en français. C'est vrai. En français francophone. Mais c'est vrai que murelle, parce que j'avais été à Montréal il y a longtemps, et ça a quand même, niveau street art, c'est du haut niveau quand même. Hein. Ouais, quand même pas mal, ouais. Ouais, bah je trouve qu'avec Berlin, justement, il y a cette continuité-là, mais c'est des villes un peu industrielles, construites un peu récemment ou reconstruites dans le cas de Berlin, et du coup, pas toujours très vivant. Tu vois, c'est gris, brun. Justement, là, en venant te rejoindre, j'ai eu l'impression d'être à Montréal, dans ce quartier-là. C'est industriel. Et ouais, c'est une manière tellement simple de juste habiller l'extérieur et le rendre plus vivant, plus joyeux, plus à l'image des gens qui y habitent, en fait, sans que ça soit anonyme, en fait. Anonyme, dans quel sens ? Bah, j'ai l'impression, des fois, il y a des villes qui sont anonymes, surtout des constructions un petit peu plus modernes, t'as pas trop de personnalité, c'est juste fonctionnel. Et du coup, j'ai l'impression que tu sens pas l'ambiance de la ville dans son architecture. Mais ça dépend, hein, parce que, par exemple, Berlin, il y a tout, en fait. Il y a tous les niveaux où tu sens pas, où c'est anonyme, où c'est gris, où c'est coloré, où c'est vieux, où c'est détruit, tout, quoi, où c'est réinterprété. Et Montréal a beaucoup plus petite échelle parce que c'est un peu le nouveau monde qui a été construit il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une manière de sortir ce qu'il y a à l'intérieur des maisons, en fait, à l'extérieur. Et c'est vrai que en plus, c'est joli parce que le street art, à chaque fois, c'est une personne souvent qui réalise une composition. Ouais. Et comme tu te dis, tout le monde se l'approprie vachement, en fait. Ouais, ça devient l'identité de la ville, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, autant qu'un monument, en fait, ou un jardin public, ou un truc qui fait partie de ton paysage de tous les jours. Tu finis par te lever le matin, tu le vois tous les jours, ça t'appartient un petit peu. C'est vrai. Et toi, du coup, t'en as fait ? J'en ai fait, pas des très grosses, mais j'en ai fait. J'en ai fait à Montréal principalement, et un petit peu en Tunisie aussi, dans le cadre de festivals. En fait, j'ai habillé des scènes où, quand la scène était devant un édifice, je faisais la murale derrière, ou dans ce genre de contexte, ouais. Trop cool. Et alors, ouais, c'est pas que c'est très physique. Ouais, extrêmement, ouais. Et en plus, ça dépend du climat local. Du coup, en Tunisie, c'était vachement plus éreintant, on va dire. J'ai le souvenir d'une structure, j'ai peint sur une espèce d'énorme tortue pour un bar-plage. C'est très beau, ça, en plus. Merci. Ouais, c'est vraiment belle. Mais du coup, ouais, travailler là-dessus, il faisait chaud, il y avait des moustiques tout le temps. J'étais partagée entre me taper, me gratter et ne pas tomber de l'échafaudage. Et puis, il y a un moment, il faut peindre aussi, ouais. Ouais, faut
faut que tu peignes et ça va jamais aussi rapidement que tu le veux. Là, tu te retrouves avoir mal au dos, mal à la nuque, mal à tout, en fait. Mais c'est tellement satisfaisant. Je sais pas. Il y a un trip, que ce soit à l'extérieur, que tout le monde y ait accès. Et que ça reste aussi, même si le monde du street art, c'est un peu éphémère, c'est voué à ce que ce soit recouvert ou détruit ou quelque chose d'autre, mais quand même, c'est un trip différent de faire un truc qui est plus à petite échelle ou dans un petit objet. Là, c'est grand, quoi. Tu le vois de partout, c'est trop bien. Et puis, il y a les gens qui participent aussi, non, d'une certaine façon, ou qui viennent, qui regardent, qui s'arrêtent. Bah déjà, il y a les gens qui aident à faire la murale, parce que souvent, les artistes sont accompagnés d'autres personnes, parce que sinon, je pense qu'ils passeraient 3 mois à faire un dessin et qu'ils auraient plus de corps à la fin. C'est-à-dire que les autres peignent avec toi, c'est ça? Ouais, okay. Ouais, des fois, tu peux avoir des assistants et donc, c'est ça, je pense, même eux, le fait d'avoir participé à ça, c'est quand même assez chouette. Et après... dans le cas où c'est derrière un concert, ça fait partie de l'expérience totalement, tu vois. Même l'artiste qui est en train d'être sur scène, il finit par rentrer dans le dessin un petit peu. Des fois, tu sais, dans le festival où j'avais fait la murale en arrière, les artistes s'habillaient en conséquence, en fait. C'est trop cool. Mais oui. Comment on peut participer à ce genre de choses quand t'es assistant et que t'es en mode... parce que comme tu dis, moi maintenant j'ai trop envie d'essayer, c'est trop cool. Souvent, juste t'y vas en tant que bénévole, je pense. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, juste c'est du bouche à oreille ou juste tu leur dis « Salut, je suis intéressée, je sais tenir un pinceau à peu près ou bien, selon le style de l'artiste quand même. » Il y a des artistes qui ont des styles vachement beaucoup plus compliqués, c'est pas n'importe qui peut les aider. Ouais, juste... c'est trop stylé, faut qu'on développe ça à Berlin. Tu reviendras, je suis désolée, mais parce que ça me fait penser à... c'est quelqu'un qui... Enfin, tu vois, le truc de... Il y a plus de cathédrales, il y a plus de projets comme des cathédrales, c'est-à-dire tu participes, tu amènes ta patte et tu participes à un projet qui te dépasse. Ouais. Et en fait, t'as ce... Faudrait que je retrouve la citation, mais c'est un truc sur quel niveau d'investissement tu mets. Et en gros, les gens qui participent à des cathédrales, le projet les dépasse, en fait. Donc, ils ont l'impression de participer à quelque chose d'immense qui va vivre au-delà de leur temps et tout. Et je trouve que c'est le genre de choses qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui, de manière physique en tout cas, tu vois, de se retrouver ensemble et créer quelque chose. C'est autre chose que de faire du networking où tu parles avec des gens ou alors tu vas faire du divertissement, tu vois, de participer. Et je trouve que c'est joli, ce truc de... T'as le dessin qui est proposé par l'artiste, mais les autres participent à la création parce que sinon il en a pour 3 mois, comme tu dis. C'est ça. Ouais, effectivement. C'est vrai ce que tu dis. En ce moment, j'ai l'impression, en tout cas dans le monde de la culture, quand tu es en groupe pour faire quelque chose, c'est souvent pour faire un truc ou intangible, genre un film, ou de éphémère, genre un festival, un concert, un événement précis. Mais c'est vrai, après, ça disparaît. Et c'est dommage parce que, il y a quand même un plaisir à faire un truc qui dure et que d'autres générations vont voir. Ça n'existe même plus. Je ne suis même pas capable d'imaginer d'autres générations après moi qui vont vivre ce que moi j'ai créé, quoi. T'imagines? Ouais, non, et puis... ou alors c'est vraiment un truc qu'on laisse aux enfants, tu sais. Ouais. Les enfants qui colorient ou qui peignent une fresque. Ouais. Mais venez, on fait ça pour des adultes. Moi, je veux faire du coloriage. Ça, de la peinture en gros. Et alors, du coup, parce qu'on parle des murales, tu fais quoi comme différents types d'art ou production, ou je sais pas comment appeler ça, mais... je fais plein de trucs. Je fais des murales un petit peu. Je fais du textile. Je travaille avec des compagnies de mode. Je fais de l'édition. Je fais des couvertures de livres ou bien carrément l'illustration du livre au complet. Je fais du packaging, de la scénographie, des installations. Tu peux nous raconter une journée type? Ma journée type est assez standard quand même. Genre, je suis devant mon ordi et je travaille. Après, des fois, il y a des moments où je suis amenée à aller physiquement quelque part. Tu vois, quand c'est des murales, quand c'est des festivals, quand c'est des installations, quand c'est de la scénographie, là, c'est sûr que c'est vachement plus différent du quotidien où tu es là physiquement et tu as besoin d'être impliqué. Et d'ailleurs, tu as les mains dans la matière, pas forcément avec ta tablette graphique, mais sinon... une journée type, je suis devant mon ordi. T'es chez toi? Ouais, je suis chez moi, ouais. Je travaille mieux chez moi que dans un endroit extérieur. J'ai essayé toutes les différentes manières.
j'ai pris donc un atelier, j'y allais pas souvent, j'ai pris atelier partagé, j'étais intimidée d'être avec des gens autour de moi. Encore moins. C'est ça, exactement. J'ai besoin d'être dans ma bulle, en fait, et ne pas faire un chemin forcément pour y aller. Dès que je me lève le matin, je suis un peu prête pour plonger et être dedans. J'aime bien quand je sors de chez moi que ce soit juste pour vivre, en fait, et pas... J'adore. Ouais, je sais pas, j'aime bien être dans ma bulle et que mon atelier soit chez moi. Et tu travailles seule, du coup? Ouais, je travaille seule la majorité du temps. Et je suis surtout en contact avec les gens par mail. Des fois, on se fait des Zooms ou par téléphone. Et encore plus rarement en personne. Et selon le contexte, encore une fois, quand c'est de la peinture, là, il faut absolument rencontrer les gens et être sur place. Et c'est cool, ça fait changement d'habitude. Mais sinon, ouais, c'est surtout... à l'intérieur toute seule. Mais c'est ce que je voulais te demander, c'est un truc qui te pèse ou qui te manque ou que tu aimerais plus savoir? Non, je suis très bien comme ça. Je suis très bien, en fait. C'est même... des fois, il faut que je me pousse dans le dos pour sortir de ma bulle. Et je suis contente que tu sois là. Oui, ça me fait plaisir aussi, justement, d'être sortie de chez moi, d'avoir vu une personne, de parler et pas forcément écrire. Ouais, parce que du coup, c'est beaucoup par email que tu disais, beaucoup d'écrits en fait. Énormément, ouais. Okay. Énormément d'écrits. Mais sinon, non, je suis très bien. Mais je suis consciente que la majorité des gens seraient en train de battriper dans ce genre de conditions, je pense. Mais justement, avec le Covid, je pense qu'on a tous vécu ça. Et au final, les gens n'étaient pas bien. Pas bien du tout. Moi, j'étais... Les artistes étaient bien. J'étais bien, j'avais de l'expérience en tout cas. L'expérience de ne pas rester en pyjama toute la journée d'ailleurs, de se faire une routine travail. Genre là, l'heure du travail commence, tu te changes, tu prends une douche, tu fais les trucs normaux, quoi. Comme si tu allais voir des gens et qu'il fallait être présentable. Mais chez toi. Mais chez moi et sans forcément voir quelqu'un. Ça va. Est-ce que... Attends, j'ai perdu ma question. Si, c'était dans ton organisation. Du coup, tu t'organises toute seule aussi? Ouais. Je me fais de plus en plus des plans. Avant, j'y allais un peu freestyle et je me suis rendu compte que c'est pas très efficace. En fait, je suis très organisée quand j'ai un contrat. Et quand je suis hors contrat et que je dois faire des trucs pour moi, là ça se complique un petit peu. Je crois que c'est tout le monde, ça. Ouais, vraiment, je pense qu'il faut faire un contrat avec soi. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Mais en fait, c'est trouver la motivation de lancer des trucs tout seul ou de faire les trucs chiants que tu mets tout le temps de côté. Genre les trucs administratifs que moi, je trouve chiants, en tout cas. Mais j'essaye, je pense que je m'améliore un petit peu dans mon organisation. Je te jure, le truc de accountability check, tu sais, c'est genre, viens, on prend 2 heures et chacun fait sa déclaration d'impôt, mais côte à côte. Ouais. Puis comme ça, elle est faite, tu vois. Ouais, juste pour te dire, c'est le je moment. suis obligée de le faire, ouais. Vraiment, il n'y a rien d'autre à faire, on est, je sais pas où, dans un café ou quoi, mais this is the moment. Et il y a quelqu'un pour t'aider si jamais tu bloques, d'ailleurs. Ou si t'es juste énervé contre ton ordi ou énervé contre ce que t'es en train de faire, au moins tu le communiques, ouais. C'est plus facile, effectivement. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis depuis quelques temps une artiste américaine qui s'appelle Uncomfy. Enfin, c'est son nom sur les réseaux. Et en fait, elle fait des trucs en clay. Je sais plus le mot. De l'argile, de la craie. J'imagine que c'est de l'argile. Elle fait des petites figurines. Ok. Et puis après, elle les cuit, elle les peint. Et en fait, elle documente tout ça sur YouTube. Donc, c'est aussi une question que je voulais te poser. Mais elle a choisi de le documenter. Et du coup, ça doit lui faire des sources de revenus supplémentaires qui lui permettent d'avoir son... C'est ce que je voulais te demander aussi, ça vient après. Et en fait, tout ça pour dire, elle a créé, en fait, l'un des trucs qui lui a donné une grosse exposition, une grosse audience, c'est qu'elle a créé tu sais, comme pour les touches d'ordinateur. Ouais. Et elle a créé un petit bonhomme, un petit radis, ou je sais pas ce que c'est, tu vois, un peu style animé. Et elle dit, ouais, c'est ton pote de bureau. Dans son monde, tu vois. Et je crois, et apparemment, ça a super bien marché parce que vu que les gens sont de plus en plus chez eux ou quoi, ils se créent des petits. Ouais, c'est un Wilson des temps modernes. De ouf. Bah, moi, j'ai plein de potes en fait sur mon bureau. J'en ai pas qu'un seul. Mais alors, du coup, est-ce que toi, t'as choisi de documenter ce que tu fais, même pour toi ou pour les autres, ou c'est...
J'ai des phases, en fait. J'ai des phases où j'y pense et la majorité du temps, j'oublie. Et pas que, en fait, j'ai pas le réflexe de me montrer forcément ou de dire voilà, j'ai fait ce truc ou voilà comment je l'ai fait. J'oublie, en fait. Je suis tellement dans ma bulle. Et après, j'ai fini, puis je suis ah merde. En fait, ça aurait été intéressant de juste montrer mes étapes, tu vois. Donc, des fois, j'essaie de me pousser pour le faire. Je pense que c'est important, je pense que c'est intéressant aussi, même pour les autres qui consomment ce que tu fais et aussi pour toi, pour savoir le chemin que tu fais, pour t'en rendre compte, pour prendre du recul. C'est une étape importante, je pense. En fait, c'est un grand sujet que j'ai abordé avec d'autres artistes. C'est que eux, ils sont en mode, non, ce qui est important, c'est le résultat final. Ouais. Moi, je suis en mode, ouais, mais non, nous, ce qui nous fait kiffer, en fait, c'est le process. Ouais, c'est ça. Quand c'est pas toi qui es en train de le faire, l'intéressant, c'est le process, ouais. Moi, j'adore voir d'autres artistes en train de faire leur truc. Il y a quelque chose d'hypnotisant et de fascinant et de voir des coups de main que t'es pas capable de faire aussi. Puis moi, je dis toujours, pour la postérité, plus t'as fait de contenu, plus ça aide. Ouais, mais encore une fois, ça dépend. Si t'es une personnalité qui aime pas trop s'afficher, c'est un peu difficile, ça devient un effort. Ouais, alors qu'il y a plein de formats quand même. Oui, heureusement. T'as l'écrit, t'as la parole, t'as les vidéos, t'as les photos, mais toi, t'as rien. Instagram. J'ai Instagram, j'ai Facebook, mais ils sont beaucoup moins vivants que ce que je voudrais, en fait. ou plutôt que ce que je vois les autres faire. J'ai l'impression, je me dis, mon Dieu, mais comment ils font pour mettre autant de contenu Moi, j'ai l'impression que ça me prend un effort monstre. Mais parce que moi, je trouve que c'est pas tant c'est mon credo après, hein, c'est pas tant la régularité ou la quantité du contenu que ce qui est important dans ce que tu racontes. Ouais. C'est un peu, par exemple, ce podcast, moi, il n'est pas du tout régulier, parce que je pars du principe que, enfin, je sais pas, il y a des rythmes. Dans la vie, il y a des rythmes, ça, on est d'accord. Mais de là à imposer un certain rythme, je trouve ça dur, en fait, ou c'est pas palpable. Et moi, j'aime bien cette idée de, quand tu rencontres une personne avec laquelle tu as envie d'échanger, c'est que c'est le bon moment. C'est pas juste histoire d'avoir un épisode qui sort tous les X temps. Ouais, c'est plus naturel, en fait. Voilà, après, ça n'engage que moi. Écoute, maintenant, tu mets des mots dessus, mais je fais la même chose que toi. Au final, j'y vais au feeling quand j'ai envie. Et je sais pas, peut-être qu'on nous donne l'impression qu'il faut que ça soit structuré, alors que pas forcément. Mais oui, fonctionner comme ça aussi, ça va. Oui, et puis tu vois, quand tu suis un artiste ou quand tu achètes ses créations ou ce genre de choses, moi je trouve qu'il y a un joli truc de... T'as envie de faire partie de l'histoire, en fait. T'as envie de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que si tu voulais juste un autre truc, tu irais dans un magasin n'importe lequel, tu vois, H&M ou quoi, ou... Pardon. Parce qu'il faut citer... Je sais pas comment ça marche, il faut citer plusieurs marques, ou Zara, ou Mango, Enfin, je voulais dire, parce que je trouve que l'industrie du vêtement est un bon exemple de ça, en fait, où tu vas et tu consommes. Ouais. Alors que je trouve que derrière l'achat de choses artistiques ou artisanales, il y a ce truc de tu fais partie ou quand tu vas manger dans une petite boutique ou un resto, ou tu fais partie de l'histoire, tu vois. Ouais, tu veux la vivre en tout cas, effectivement. Ouais. Écoute, tu me pousses à me dire que je vais peut-être... T'as pas une... En plus, c'est l'une des questions ici, c'est est-ce que tu as des clients réguliers déjà, par exemple ? Oui, plutôt dans des clients de design, en fait. Parce que je t'ai dit, j'étais aussi designer graphique et du coup, l'agence où j'avais travaillé pendant quelques années, c'est une agence qui était jumelée à une boîte de production de films. Et donc, le genre de mandat qu'on avait, c'était habiller des émissions de télé ou de films. Tu fais les affiches, les génériques, ce genre de trucs. Et ce genre de clients, je les ai encore maintenant. Et donc, mes clients réguliers, c'est les boîtes de prod avec qui je bosse régulièrement, en fait. Sinon, un petit peu en illustration. Quand c'est des ONG, par exemple, là, ils peuvent revenir parce qu'ils ont des demandes qui évoluent dans le temps, mais... ça dépend, écoute. Et nous, clients random, on peut acheter quelque chose de toi ? Oui, il fut un temps. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pas vu. Hein. J'en aurais bien acheté des trucs. Il fut un temps où j'avais une boutique avec mes prints et des trucs comme ça. Mais après, quand j'ai commencé à bouger de pays non-stop, en vrai, c'était un peu compliqué de déjà traîner tout mon matériel avec moi. Et surtout que ta clientèle cible, elle bouge. Elle bouge pas plutôt.
tu développes, je sais pas, t'es un peu plus connu, genre à Berlin, et là, je déménage ailleurs, ben, ma clientèle, elle va rester à Berlin, tu vois. Donc, après, eux, pas forcément, ils vont vouloir commander un truc du prochain pays où je vais être. Donc, ça devenait un peu de la gestion un peu casse-tête, tu vois. Surtout que j'ai créé tout mon truc au Québec, et après, je suis partie en Europe. Du coup, là, c'est loin, en fait, de gérer, envoyer des objets avec cette distance et tout. Et puis, je suis pas une très bonne vendeuse aussi, donc je préfère quand on fait ça pour moi, je t'avoue. Mais oui, parce que t'as par exemple une newsletter que j'aime beaucoup, il s'appelle Acheter de l'art. Ouais. Et eux, ils présentent, en fait, ils font des tirages limités de certains artistes. Et tu vois, ils le distribuent dans leur newsletter. Et du coup, tu peux acheter dans le tirage limité d'un certain print, d'un certain artiste, tu vois. Donc, j'imagine ça, par exemple, c'est centralisé. C'est eux qui sont en charge et c'est eux qui sont en charge de l'envoi de ce genre de trucs. Mais du coup, toi, t'en fais pas du tout des tirages limités ou des tirages de temps en temps ou... Bah, j'en ai fait. Là, j'ai arrêté. Peut-être que je vais en refaire un moment, mais... Moi, j'en veux. Hein. Mais en fait, je vends des prints maintenant à travers une autre marque, qui est une marque montréalaise, du coup, qui est Le Cartel. Et c'est une marque qui met de l'art autant sur les vêtements que sur tes murs, tu vois. Donc, à travers eux... C'est très moderne, en plus. C'est très joli, je trouve. Et du coup, à travers eux, je vends des affiches sérigraphiées. Mais pour le moment, il n'y a que ça qui est disponible, tu vois. J'ai arrêté un petit peu de vendre par moi-même parce que il faut aussi que tu investis tellement de temps, d'argent, de gestion et tout. J'ai préféré me diriger vers autre chose, tu vois. Ouais, et puis quand il y a des gens qui le font bien, il n'y a pas de raison de vouloir le refaire, tu vois. Mais du coup, ils font que en Amérique ? Ben, justement, ils sont en train d'ouvrir une boutique à Paris, mais de toute façon, à part, ils sont surtout présents en ligne et ils livrent à l'international. Mais ouais, ils vont avoir leur premier pied-à-terre en Europe très bientôt. Trop cool. Parce que toi, en plus, qui bouge beaucoup, je crois que c'est les marques qui font ça, tu vois, ils se prennent des responsables par zone ou par pays, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est un de mes prochains objectifs, on va dire. Okay. De trouver quelqu'un qui me représente au moins dans une partie du monde et qui fasse tout ce que je fais pas bien seule. Le tout, c'est de regarder les choses en face, hein, de se dire... Oui, c'est ça, de connaître ses forces et ses faiblesses. C'est important. Bah, tu gagnes beaucoup d'énergie, en fait, à te dire, en fait, cette partie-là, bah, j'ai ni envie de la faire, ni je la fais bien. Bah, normalement, quand t'as pas envie, tu le fais mal, de toute façon, mais... Je pense qu'il faut canaliser son effort. Après, il y a des choix. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait un choix de... Je ferai pas de coupe, je fais pas de montage. Ouais. Mais... A priori, les gens, ils prennent ou ils prennent pas, tu vois. Il n'y a pas de question de revenus ou ce genre de choses. Et je trouve que, pour le coup, dans le monde artistique, si tu peux avoir une source de revenus... Moi, je dis toujours aux artistes avec lesquels je travaille, si les gens veulent te donner de l'argent, c'est quand même bien qu'ils puissent le faire. Oui. Tu vois, enfin... Oui. C'est juste avoir un PayPal ou un truc de Ko-fi, de Tips ou n'importe. Mais juste, si les gens en ont envie, faut pas qu'ils aient à se battre pour pouvoir te donner de l'argent, tu vois. Mais ça, c'est aussi se battre l'artiste lui-même avec la valeur qu'il a ou le truc de demander de l'argent. C'est pas évident. C'est pas toujours évident. Quand c'est un contrat précis, on a moins de mal à juste se dire « Ok, c'est un travail, il va y avoir échange de monnaie et tout. » Mais des fois, moi, je sais pas, je veux juste donner des cadeaux et... Et c'est pas à son avantage. Et là, tu me regardes genre, non. Non, pas du tout. Parce que je comprends, tu vois, moi, par exemple, pour ce podcast, je suis partie du principe que je gagnais pas d'argent avec, mais je voulais pas avoir de frais. C'est un peu la baseline. Et bien évidemment, à la fin de chaque épisode, je fais « Ah putain, ça me fout un peu les boules et tout. » Mais en même temps, il y a un deal. Et si tu veux, tu sépares un peu... Enfin, je trouve que la valeur que tu mets dans ce que tu fais... C'est pas, l'argent n'est pas toujours synonyme de la valeur que tu mets dedans, tu vois. Ça peut être des choses séparées. Après, on est sur Terre. C'est un peu c'est ça, il faut vivre. On a besoin de vivre. Et exactement. Malheureusement, pour l'instant, c'est l'argent qui est le moyen de vivre. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi ce truc de décorréler les œufs. Oui, mais je sais pas, moi, je pense qu'il y a une belle balance à avoir entre donner avec échange et donner juste par générosité. Je pense que c'est important... En tout cas, je trouverais ça triste de plus pouvoir juste donner parce que ça me fait plaisir, tu vois. Après tout, ça me donne pas de l'argent, mais ça me donne autre chose. Ça me fait tellement plaisir, donc je voudrais pas me priver de ce plaisir-là. Et
Ouais, mais alors quand ce plaisir devient la base, c'est non, peut-être c'est là où ça. ça devient un problème. Non, c'est clair. Il faut que ce soit un équilibre, en fait, et que ce soit pas à n'importe qui non plus, et que qu'il y ait un contexte. Je sais pas, c'est comme ouvrir sa porte à des gens, tu vois. Tu peux, si elle est tout le temps ouverte, à un moment, bah, t'auras plus rien, peut-être. Ou t'auras beaucoup, je sais pas, ça dépend comment tu l'interprètes, mais ouais, un équilibre. Mais c'est pour ça que je te demandais pour les clients récurrents, ce genre de choses, si tu avais Ouais. quelque chose en place. Tu vois, moi, je trouve ça joli quand tu as une communauté de gens où tu sais qu'ils te soutiennent, Ouais. de pouvoir aller justement au-delà, tu vois, de leur envoyer quelque chose, de leur écrire ou de... Tu veux dire genre des petits plus parce qu'ils te suivent ou des trucs comme ça? Bah, Ouais, et en plus, c'est ouais. parce qu'ils te suivent, mais c'est pas genre tu me suis donc. Mais c'est Oui. vraiment ce truc de kiff de hey, tu sais quoi, merci d'être là en fait. Oui, Genre. exactement. Bah, ça devient. Bah, c'est naturel. Après, t'as envie de le faire, tu le fais sans même y penser, hein. De toute façon, c'est ça. Tu sens que la personne se rapproche de toi. Tu vois, c'est plus juste une personne pour qui tu fais un mandat et elle part de ta vie. Elle est là, elle fait partie de ta vie, elle te fait vivre en plus. Ce qui est quand même un lien super important avec quelqu'un. Et le fait que. C'est pas mal. Et le fait qu'elle revienne, c'est qu'elle continue de te confirmer que tu fais un truc qui l'intéresse, ce qui est vraiment pas mal quand c'est quelque chose qui vient de tes tripes quand même. Mais oui, donc après, assez naturellement, tu finis par être extrêmement généreux avec ces gens-là, de toute façon, ouais. Ouais, parce que tu vois, en plus, je trouve que c'est un truc que les industries ont bien compris. Quand tu achètes quelque chose, après, tu reçois des goodies, des machins, des bidules. Ouais. Et je trouve que justement, dans le self personnel ou les gens qui sont en indépendant, c'est quelque chose qu'on a. Tu sais pas faire ou. Ah, pardon, je veux pas dire toi, mais genre, c'est quelque chose auquel tu es moins habitué ou tu penses pas forcément, ou on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir ou l'intérêt. Ouais. Donc, Ouais, c'est naturel, ou tu y penses pas forcément, ou on te l'apprend peut-être. Le fait de croiser les bonnes personnes dans la vie. C'est gros, c'est un effort d'histoire. Et alors, déjà, bon, bah, vu que du coup, il faut que je rebondisse, c'est quoi du coup de rencontrer les bonnes personnes? Bah, j'ai fonctionné que comme ça en fait. Je me rends compte, dernièrement, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai une stratégie pour ma carrière et tout? Et je me suis rendu compte que pas du tout. C'était juste mettre ma carrière dans les mains des gens que je croise, et je m'alimente énormément des gens qui rentrent dans ma vie, des opportunités qu'ils m'offrent. Et ça a été ça depuis le début, en fait. Même le boulot que j'ai trouvé, tu sais, je reviens au poste que j'avais dans l'agence. Bah, en fait, juste, j'ai été sortie prendre un verre avec une pote, on a croisé ce pote-là, ça faisait je sais plus combien d'années que je l'avais pas vu, il me dit, tiens, complètement par hasard, on est en train de chercher maintenant. Et là, j'étais genre, bah, c'est cool, il me reste que $7 dans mon compte, donc voilà, je viens. Et au final, quasiment tous les projets cool que j'ai faits, c'est grâce à des gens que j'ai croisés. Vraiment. Et des fois, les liens se font même de manière intercontinentale. C'est assez incroyable comment le monde est petit. Tu croises quelqu'un en Tunisie, finalement, il y a une opportunité en Suisse à travers quelqu'un qui a croisé quelqu'un qui a parlé de toi. C'est quand même assez incroyable. Et l'énergie, l'inspiration que les gens peuvent te donner, tu vois, ça fait évoluer ta manière de créer. Je sais pas, je trouve que sans ça, je sais pas comment avancer, en fait. Juste moi toute seule, me dire vas-y, go, tu fais un truc maintenant toute seule, et des idées de où tu veux aller, je trouverais ça un peu triste. Et du coup, tu as pu répondre à la question de ta stratégie? Ouais, sur papier, après on verra. Si je t'ai quand même fait un plan de quelque chose, parce que tu as Ouais. le truc aussi dont on parle beaucoup, c'est la question de la visualisation et tout, mais Ouais. alors, ça rentre dedans ou ça rentre pas dedans? Oui, C'est quoi ton exactement. idée? Ben, mon idée... Enfin, ton avis, pardon. Tu n'as pas besoin de nous dire tout ton plan. Je veux dire ton avis, surtout par rapport à ça. bah, en fait, je pense aussi pour équilibrer, pas forcément aussi mettre son destin juste entre les mains des autres qu'on croise, c'est un peu forcer le destin des fois, chose que j'ai pas fait beaucoup et que j'aimerais faire maintenant juste pour me prouver que je suis capable de justement me tracer un chemin par moi-même et pas juste suivre les chances que la vie me mette. Mais du coup, mon idée, c'est de cibler des trucs que j'ai adoré faire, et donc des marchés
Par exemple, genre l'industrie de la mode, genre j'ai adoré faire ce genre de contrat et j'aimerais beaucoup faire ça et donc de me concentrer là-dessus. Et aussi le monde de l'édition, euh, j'ai beaucoup aimé faire des livres, mais je sais que ma force serait aussi beaucoup de faire des couvertures de livres. C'est un peu, ça revient à faire des affiches, de concentrer le concept de toute une histoire en une seule image. J'aime beaucoup faire ça. Oui, alors, j'espère que les gens, maintenant qui ont à plus d'une heure, ont regardé. J'espère qu'ils ont regardé ce que tu fais parce que c'est vrai que tu as alors, comment dire, un style ou une façon de dessiner qui se prête beaucoup à ça, en effet, je trouve. Ça se prête vraiment, vraiment bien aux vêtements et aux couvertures et c'est très esthétique. Moi, ta signature, déjà, j'adore, je trouve fan. C'est vrai. J'ai vu ta signature, je dis, c'est trop cool. C'est un mélange du français et de l'arabe, au cas où. Parce que j'imagine que tu sais pas écrire l'arabe, donc peut-être que tu n'as pas vu. J'ai vu un F et un A. Oui, il y a le F et un A et il y a l'équivalent du F en arabe qui est à l'envers et du R en arabe et qui donc équivalent à mon nom aussi en arabe. Waouh. Donc maintenant on sait. Maintenant on sait, c'est ça. Il y a des choses, donc tu nous disais la mode, l'édition, il y a un truc qui te ferait, que tu rêverais de faire? Un kiff, genre juste un kiff. Un kiff, j'aimerais bien refaire des murales. Ouais. En vrai, ouais. Ouais, me remettre la main à la pâte dans la matière, en fait, j'aimerais beaucoup. Dernièrement, j'ai eu le mandat de faire de la scénographie. C'était un peu le même principe, dans le sens que c'était une très grande structure. Scénographie, juste pardon, tu fais les décors? Ouais, j'ai fait une structure, en fait, qui était comme une devanture de château de sultan pour les 1001 nuits. C'est trop beau. Allez voir, c'est trop beau. Et du coup, de refaire quelque chose en grand format, de m'éloigner un peu, parce que je travaille tout le temps en petit quand je suis avec moi-même. Et là, ça fait du bien d'aller en grand, que les gens vivent, évoluent autour, surtout sur une scène, c'est génial. Là, la structure, elle se promène partout en France, c'est trop bien. Ça crée un univers. Du coup, ouais, scénographie murale, du grand, de la peinture... J'aimerais tellement. Sinon, chez des privés ou des restaurants, des magasins, des boutiques? Ça m'est arrivé, ouais. Ouais, ça m'est arrivé. Au final, comme je t'ai dit, moi, je suis un peu volatile. Je suis ouverte à tout. Si je sens qu'il y a un intérêt au moins ou graphique, ou le contexte est cool, ou le sujet est cool, moi, j'embarque tout de suite, tu vois. Mais du coup, pour bien comprendre, quand tu as fait ton plan stratégie, c'était plutôt des chiffres du coup ou c'était des projets Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus chiffres, mais dans le sens que... parce que, ouais, je suis pas une très bonne vendeuse, je pense. Et du coup, je veux développer cette partie-là. Je me dis... travaillons dessus, là. C'est ça, on va décoincer ce truc. Et donc, ma stratégie, en fait, c'est de faire un peu les trucs que j'ai déjà fait, en faire plus... et en faire mieux dans le sens que ça me fasse vivre mieux, tu vois, que je sois plus à l'aise financièrement après avec ce côté que je vais développer. Mais parce que tu vois, j'en ai parlé avec des street artistes berlinois qui eux font ça, qui ont la quarantaine, cinquantaine, et en fait ils me disent il y a un moment où tu te rends compte que physiquement tu vas plus pouvoir faire ce que tu faisais. Ouais. Et c'est là aussi le moment où tu commences à réfléchir différemment de comment dans le long terme je peux continuer de vivre de mon art ou faire ce travail qui me plaît, quoi. Ouais, exactement. C'est sûr que quand ton corps est impliqué autant, ça fait un petit peu peur. Moi, je me dis, si je perds l'usage de mes mains, je suis un peu foutue. Puis après, je me dis, bon, je sais pas, j'apprendrai à dessiner avec mes pieds ou j'en sais rien, ou avec ma bouche. Mais ouais, quand t'es muraliste, c'est tout ton corps, en fait. Faut que je pose une question un peu débile, vraiment, désolée, mais tu sais, les Américains, t'avais pas entendu, c'était... j'ai honte de m'arrêter à mes potes. C'est Gillo, il me semble, qui s'était fait assurer ses fesses, non? Un truc comme ça. Oui. Ouais, tu t'es fait assurer tes mains, ça se fait ou pas quand je pourrais le faire, je l'ai pas fait. Mais oui, on pourrait le faire. Comme justement, il y a un ami qui est chirurgien, il s'est fait assurer ses mains. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment les gens qui sont dans des professions plus poussées, pardon, plus poussées, je veux dire, des professions différentes ou plus structurées en tout cas que l'art, qui ont ce genre de réflexes et d'informations. Ou bien quand ils sont très très connus et qu'ils ont beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher quand même se faire assurer. Ouais. Comme toutes les assurances, au final, c'est de l'argent qui sort. On lance une idée de start-up, alors s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est assurance pour les artistes. Ça doit exister, ceci dit. Peut-être, écoute.
Je sais pas. Je Je suis pas informée. Je me suis pas encore lancée dans, dans cette tâche. Ok, oh, stylé. Tu fais des collaborations Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. avec des artistes ou des marques? Avec des marques, avec des artistes moins. Ça m'est arrivé, ça m'est pas arrivé récemment, mais je l'ai fait un petit peu avant. Ça m'arrive avec des designers aussi, surtout. En fait, ça s'applique un petit peu plus quand tu mélanges ces deux mondes. Chacun a son truc. Ouais, c'est ça. Okay. Mais j'ai pas fait beaucoup de collaborations avec des illustrateurs en tant que tels, mais j'en ai fait un peu. Mais j'avoue que ça peut être quand même assez chouette à faire. Ça t'amène ailleurs, en fait. Ça te sort justement de tes réflexes. Mais ouais, parce que bon, je l'aurais déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, mais on est à la Kunstfabrik. Oui. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les gens se parlent pas entre eux, les artistes. Ouais, chacun est dans sa bulle, en tu fait. Vois, ouais. Et je suis là, mais vous avez plein de trucs géniaux, vous pouvez faire des trucs trop géniaux tous ensemble, tu vois. Et eux, ils sont en mode, ah ouais, on n'y avait pas pensé. Ouais, bah faut quelqu'un de extraverti entre deux personnes introverties, je pense, pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent se rencontrer. Ouais. Parce qu'en plus, ça se... Enfin, moi, je trouve que c'est un kiff, tu vois. Ouais. Plus dans l'art, je sais pas, c'est... Tu vois, on a toujours Top Chef, où t'as quand même plein de chefs qui donnent leur avis et qui font des trucs ensemble. T'es un peu en mode, bah, venez, on fait un Top Chef de l'art, un peu, tu vois. Ouais. Où on mélange des arts, des styles, des techniques, des... Mais je trouve que c'est un truc très street art aussi, tu vois. Vu que t'as plus ces échanges, parce que c'est dans la rue, dans le public. Mais dans le monde du street art, c'est quand même assez fréquent d'avoir des collaborations entre artistes. Et ça donne des trucs incroyables, d'ailleurs. Mais c'est une autre logique, parce que peut-être dans le street art, t'es tellement à l'extérieur, donc t'es déjà ouvert au monde, pas quand t'es dans un atelier ou dans un petit bureau tout seul, où tu communiques pas beaucoup. Justement, le monde de l'illustration est assez solitaire, pas comme le monde du street art, qui est vachement plus public, tu vois. Et justement, des fois, c'est comme moi, je me sens bien en étant seule. J'oublie d'aller vers les autres s'ils ne viennent pas à moi. Et donc, c'est dommage parce que ouais, on peut passer à côté de beaucoup de choses, en fait. Il y a des événements pour les illustrateurs ou des grandes dates dans l'année ou ce genre de choses? Oui, mais pas beaucoup, en fait. Et justement, en arrivant à Berlin, je m'attendais à avoir plein de trucs. Après, je suis arrivée en plein dans le Covid, donc peut-être qu'il y a plein de trucs qui sont morts dans l'œuf à ce moment-là. Mais même des groupes Facebook ou des associations et tout, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Du coup, si tu sais que ça existe, j'aimerais bien le savoir. Même si je m'en vais d'ici, c'est quand même super intéressant d'avoir une communauté, en fait. Mais moi, ça a été d'où le fait que j'ai commencé un podcast, tu vois. C'est que vraiment, j'étais en mode... J'ai été frustrée par rapport aux attentes que j'avais de rencontres, de possibilités. Et en fait, tout le monde a les siennes dans leur coin, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on les trouve pas. Ouais. Ou alors c'est les algorithmes qui marchent trop bien. Je sais pas, tu vois, il y a ce truc de moment, on m'a dit, mais il faut regarder sur Meetup. Donc, mais Meetup, j'ai l'impression que c'est que des internationaux. Ouais, c'est pas forcément précis dans un milieu précis, ouais. Ou c'est pas... Ouais. Bon, alors, pour ce qui concerne le podcast, par exemple, eux, ils ont commencé à faire... Il y a le Podfest, qui est un événement annuel pour les podcasts berlinois. Ouais. Et en fait, tu as plusieurs trucs dans ces catégories, enfin, mais plus larges. Après, c'est ça qui est cool aussi, je trouve, quand tu es l'étranger dans une ville, c'est que ta communauté est plus petite. Oui, exactement. Tu as moins d'événements, mais parfois ils sont plus visibles aussi, mais c'est ta communauté précisément. Ouais, mais ça te ferme justement à d'autres choses. Et voilà, c'est ça. Et le local, c'est dur à trouver, je trouve. Ouais, c'est très dur à trouver. Et où ça prend du temps, en fait. Des fois, c'est ça, il faut... c'est pas sur Internet, il faut que tu rencontres les personnes, et du coup, pour trouver les bonnes personnes, ça prend du temps, en fait, comme tout. C'est comme... je sais pas, au final... à Montréal, là où j'ai développé mon plus grand pool de rencontres, bah, j'ai passé 16 ans, tu vois. Donc, c'est normal, au final, que j'ai rencontré plein de gens. Après, si je passe 16 ans à Berlin, c'est sûr que je fais le tour, tu vois. Ou au moins le tour des trucs que je recherchais. Ouais, peut-être aussi qu'on a envie d'avoir les choses rapidement et que c'est pas toujours le cas. Je sais pas. Moi, j'arrive pas à me rendre compte si ça dépend des villes ou en fait, c'est partout pareil. Tu vois? Et en fait, c'est juste, t'as un moment dans l'histoire où c'est le bon moment, la bonne saison, la bonne rencontre. Et en fait, peu importe où tu serais dans le monde, ce serait pareil. Je crois que, bon,
on va parler en tout cas au niveau des grandes villes capitales. Visiblement, un peu importe la capitale où t'es, c'est une capitale en fait. C'est une capitale, c'est vivant, il y a beaucoup d'échanges et les gens sont là et ils ont faim d'échanger, donc oui, effectivement. Après, quand tu vas dans des plus petites villes, là, ça dépend de ta chance, on va dire, mais effectivement, quand tu te mets dans un contexte de grande ville, normalement, il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. À part si tu as un confinement, Voilà. une pandémie mondiale, dans mon cas, en plus, un bébé. Donc, ouais, là c'est un petit peu plus difficile quand même. Il y a plus de trucs à gérer, c'est clair. Ouais. Comment t'es arrivée à Berlin ? En fait, c'était pas mon premier contact avec l'Allemagne. J'étais à Munich avant. J'ai rejoint mon copain qui habitait là. Et après quelques années... D'origine allemande ou... Non, il est tunisien, mais il habite en Allemagne depuis qu'il a 18 ans. Donc, il est venu ici pour faire ses études. Et donc, je l'ai rejoint. C'était plus simple. Je suis freelance. Lui, en tant que Tunisien... Je peux demander comment vous êtes rencontrés ? On a fait la fête ensemble. C'est vrai ? Mais à Montréal ? Non, en Tunisie, parce que pendant que j'étais à Montréal, je profitais du fait d'être freelance pour partir quelques mois l'hiver, là où il faisait plus chaud. Donc j'en profitais pour voir ma famille qui était loin. Et je partais genre 2-3 mois en Tunisie. Et lui, à ce moment-là, il était entre deux paperasses, visa, machin. Donc il était en Tunisie aussi pour 2-3 mois. Et on s'est rencontrés... c'est ça, on a fait la fête ensemble. J'adore. C'est souvent un bon début. Oui, effectivement. Et après, donc, on s'est rejoints ailleurs qu'en Tunisie. Et donc en Allemagne. Donc en Allemagne, donc à Munich d'abord. Et j'ai pas trop aimé. C'est ce que j'avais demandé. Toi, venir en Allemagne déjà à la base ? Bah, c'était pas dans mes plans, mais en même temps, j'avais pas de plan. Donc je me suis dit, why not ? Mais vraiment, jamais dans ma vie, je pensais venir vivre en Allemagne. Jamais, jamais. J'étais venue visiter Berlin, mais il n'y avait pas la case Allemagne, ni juste par pure curiosité ou comme ça, tu vois. J'y pensais pas trop, en fait. C'était pas... c'est ça, c'était pas une option. Pas parce que je voulais pas, juste j'y pensais pas. Et du coup, quand l'option de le rejoindre était ici, je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Je suis venue, je suis arrivée à Munich et là, j'ai eu un bon dépaysement. Énorme dépaysement. Avec le Québec, du coup. Je compare même pas à la Tunisie, c'est pas comparable. Et j'étais pas super bien, en fait. J'ai pas trop aimé. Je trouvais ça trop froid, trop distant, trop strict. En confinement, en plus. Pas au début, non. Je suis restée 3 ans, quand même. À Munich ? Ouais. Ah oui. Ouais. Et du coup, non, j'ai vécu une vie normale là-bas au début, tu vois. Et c'est une super belle ville, mais j'ai pas aimé l'ambiance trop. Ouais. Je suis d'accord, c'est vraiment très beau. En plus, t'as des bons produits, tu manges bien, t'as la montagne, mais l'ambiance... Ouais, c'est ça. Surtout si t'es quelqu'un d'un peu freestyle, tu vois. Là, tu te dis, mais on peut pas juste y aller spontanément et faire les choses quand on en a envie, comme on en a envie. Et je sentais un manque de ce côté-là. Et du coup, au début, on hésitait entre partir d'Allemagne ou, tant qu'à rester, au moins on va dans la ville où on sent qu'on va trouver quelque chose qui nous ressemble, en fait. Un petit peu plus alternative, aléatoire, ouverte sur le monde, mélangée. Parce que je me sentais vraiment comme une étrangère là-bas, en plus. Je sentais vraiment que tout ce que je faisais était étrange localement, mais pas dans le bon sens, tu vois. Pas, ah tiens, tu fais ça, c'est curieux, je veux bien voir comment tu fais. Non, t'es bizarre. Et du coup, là-bas, la langue allemande, ça a été un sujet ou tu travaillais pour tes anciens clients ou... Ouais, j'ai continué à travailler avec mes anciens clients et j'ai développé en fait en Europe, mais pas en Allemagne, je sais pas. Je sais pas, peut-être mentalement, je me suis dit, je vais pas rester. Et puis, barrière de la langue, même si je me suis inscrite à des cours, j'ai fait beaucoup de cours en vrai. Après, c'est une langue quand même assez difficile quand, surtout, tu l'utilises pas tous les jours. Évoluer en allemand, c'est vachement compliqué. Je suis d'accord. C'est ça, donc je me suis retrouvée avec un cercle de gens internationaux. Donc forcément, j'ai développé mon anglais plus que autre chose. Et
Et après, on s'est tout le temps dit qu'on allait partir, en fait. Donc, chaque fois, je me dis, vas-y, je fais beaucoup d'efforts. Et après, je me dis, mais pourquoi, en fait? C'est bon, j'ai une base, je comprends à peu près. Je parle mal, mais je parle. Mais c'est assez pour vivre, ouais, jusqu'à ce que... Et du coup, Berlin, vous le visitez, vous vous dites, ok, c'est là où on va ou... Non, on est venu, juste on est venu. Évidemment. Ouais, je sais pas, c'était le Covid en plus. On se disait, tant qu'à être enfermé quelque part, au moins on va aller quelque part où c'est un peu plus fun quand même. Et, Parce que la Bavière, c'était strict en plus, hein, il me semble. ouais. Dans le Covid, non? Bah, à part qu'on pouvait se promener dehors et que le dehors au moins est beau quand même. C'est vrai. Au moins. Faut vraiment leur reconnaître ça. Le dehors est beau. Mais ici aussi, en vrai. Finalement, la nature est méga présente dans la ville. Je ne m'attendais pas à ça. Mais non, je suis venue à Berlin. En vrai, j'étais venue 2 fois avant pour faire la fête comme tout le monde. Donc, j'avais aucune idée de quoi a l'air une vie normale. On a trouvé un appart par hasard d'un ami d'amis. On n'a pas vu l'appart, on a juste habité dedans. On est arrivé, on a dit salut l'appart, t'es chez nous maintenant. Et t'y es depuis maintenant 3-4 ans aussi? Depuis 2 ans et demi. Okay. 2 ans et demi, ça fait pas si longtemps au final. On est arrivé 2 jours après la deuxième vague du Covid a fait que tout a refermé. Donc, et ça a fermé et je suis tombée enceinte 2 semaines après. Du coup, j'ai eu enfermement sur enfermement sur enfermement. Et donc, j'ai vécu confinement, grossesse. Après, j'ai accouché quand tout a réouvert. Mais voilà, pas de chance. T'as découvert... Ah ouais, t'as eu 2 nouvelles vies en même temps. Ouais, c'est ça, un briquet. Pas les vies que je m'attendais, du coup. Je m'attendais à venir dans une ville où j'allais, mais genre, sortir, rencontrer plein de gens... surtout des artistes, parce que je me suis dit ici c'est l'ébullition totale, mais au final c'était plus un retour vers soi un petit peu. Et ouais, j'ai ouvert des portes que j'avais pas prévues, encore une fois, mais que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et voilà, maintenant en fait, ouais, on quitte Berlin pour se diriger vers l'Espagne, normalement. Pour les questions du temps, la météo, ou c'est une envie d'essayer autre chose ou d'aller d'ailleurs? Tout en même temps. Je sais pas, les deux, on a des origines tunisiennes. On se dit, maintenant, à force de bouger, voyage ou autre, on se sent plus chez nous autour de la Méditerranée. Quel que soit le pays, en fait, à chaque fois qu'on est dans n'importe quel pays autour de la Méditerranée, on se dit, je pourrais habiter ici en 2 secondes. Ça va, en fait. À part la langue locale, je peux me débrouiller, quoi. Je sais pas. On se sent à la maison. À la maison, quoi, ouais. Ouais. Et cette notion de maison devient très abstraite quand tu changes de pays, donc voilà. Et tu crois que le fait d'avoir en plus maintenant un enfant, ça vous donne encore plus envie de trouver une maison? Un petit peu, ouais, parce que je me dis, grandir un peu partout, ça peut être cool, mais ça peut être un peu déstabilisant. Mais de toute façon, ma fille démarre la vie comme ça, parce que je suis mélangée. Son père est mélangé par la culture qu'il a assimilée. Elle est née quelque part, elle va grandir ailleurs et peut-être encore ailleurs, on ne sait pas si on va rester là. Depuis qu'elle est née, je pense qu'elle a pris l'avion 36 fois pour voir les familles, amis, bref, un peu partout. Donc, anyway, elle aura ce mélange. Mais ouais, peut-être lui offrir une base. Mais là, on verra si ça sera l'Espagne. J'aimerais bien. Sur papier, ça serait cool. On verra. On va voir. Est-ce que donc il y a ce côté de l'Espagne, est-ce que dans ton organisation, toi, il y a eu ça a dû y avoir quelques changements du coup entre ta maternité, ton accouchement et tout, ou pas tant que ça? Oui, énorme en fait, énorme, parce que déjà t'as plus autant d'espace, autant physique que mental pour créer. Et pour créer, je sais pas, t'as besoin d'être dans une bulle, alors que là t'es plus jamais tout seul en fait. T'as un bébé, il est dépendant de toi constamment. Et j'avais jamais arrêté de travailler en plus. Depuis que j'ai commencé, j'ai tout le temps été dans des projets, tu vois. Et là, la vie m'a dit stop, tu fais un autre truc maintenant. Et du coup, c'était et libérateur, parce que ça fait du bien aussi de juste s'arrêter et faire ok, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait depuis tout ce temps-là, juste s'arrêter et regarder un petit peu, faire un petit récap. Mais et aussi tu te dis merde, est-ce que je serais capable de redémarrer après?
Et Ah ouais, t'as eu ce... Malgré le grand amour de l'illustration et tout, ça... Ouais, il y a j'ai eu eu un peur, petit je doute, t'avoue. hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, je sais pas, si déjà en créant tout le temps, j'ai l'impression d'être dépassée par le rythme de la vie qui est vachement rapide. Est-ce que si je m'arrête, je vais pouvoir reprendre et reprendre aussi vite aussi parce que je suis plus seule, donc je suis plus à 100% dans mon envie de créer quand je veux, où je veux, n'importe comment, tu vois. J'ai plus cette légèreté et forcément, j'ai eu peur que ça mange peut-être un petit peu de cette partie créative. Ça le fait un peu, mais ça va. Est-ce que t'as eu d'autres envies créatives qui se sont développées, du coup? Oui, bah justement, une envie de retourner vers la matière un petit peu, quelque chose en fait, c'est plus pour me prouver à moi-même que je suis capable de refaire ce que j'ai fait avant en étant légère, mais de le faire différemment avec un nouveau moi, avec toutes les années qui sont passées et l'expérience. Et, euh, et je sais plus c'est quoi ta question. J'ai demandé si, vu que tu parlais de... T'avais peur que ça te mange ton envie créative, Ouais. mais est-ce que ça en a produit d'autres? Des envies d'autres choses où t'avais jamais eu envie avant, ou tu avais jamais pensé ou... En fait, ça me canalise. Maintenant que je sais que j'ai moins de temps et moins d'énergie qu'avant, je me dis, il faut vraiment que je sorte le jus du peu de temps que j'ai et je veux le faire bien. Et du coup, j'ai recommencé à faire des projets personnels, chose que j'avais... Les fameux que tu faisais pas avant? Oui, exactement. Exactement. Je le fais maintenant. Ok. Je le fais maintenant, ouais, ça me fait super du bien. Ça... En fait, j'ai retrouvé ce plaisir de juste me déconnecter réellement et pas avec un objectif de contenter un client. Même s'il y a un plaisir qui sort de ces contrats-là, c'est très différent. Tu vois, quand tu vas dans un métier créatif, tu as toujours cette espèce de naïveté de je veux faire un truc que j'adore tout le temps. Après, tu ne l'adores pas 100% du temps quand tu es en train de le faire comme un travail. Et surtout, tu ne l'adores pas de la même manière quand tu ne t'exprimes pas juste pour toi, en fait. Et, euh, et ouais, je suis en train de reconnecter avec cette partie-là. C'est assez chouette. Et Ça fait du bien. c'est une partie du coup que tu vas garder pour toi ou que tu comptes présenter au monde ou Bah, je le présente déjà un petit peu. Là, si on va voir mon Instagram, dernièrement, j'ai dessiné beaucoup de fleurs. C'est très beau. Bah, tu sais qu'en fait, je pensais que tu étais spécialiste de pattern. Bah, j'aimerais bien, en fait. Ah bon? Oui. Ouais, j'aimerais bien. Il y a vraiment un truc qui me fascine dans les patterns. Je trouve ça hyper hypnotisant et j'adore en faire et j'adore les regarder et j'adore les porter aussi. Et du coup, j'aimerais bien aussi, dans ma stratégie de trucs que j'aimerais faire plus, donc les patterns sont très présents. Justement, d'où le côté d'aborder la mode, parce que c'est quand même une manière d'habiller qui est assez chouette. Ouais, et Donc, puis ouais. en fait, c'est bête, mais on se rend pas compte qu'il y a une création derrière un pattern. Ouais. Tu sais, enfin, tu penses que des motifs, t'en as partout, mais en fait, pas du tout. C'est pas comme ça que ça Ouais, marche. c'est pas si facile en plus. Non, de ouf. C'est pas si facile. Mais il y a un jeu sympathique à faire, tu vois. Donc, t'as déjà le kiff de faire un dessin pour un dessin, et en plus, le fait qu'il se répète et que t'aies une logique qui rentre, et c'est cool, quoi. On dirait que tu construis réellement quelque chose. Et j'aime bien faire ça. Et du coup, maintenant, je le fais juste pour moi, pour le kiff, et éventuellement dans un but de commercialiser ça. Il y a des gens qui t'ont demandé? Ouais. Ouais, justement, là, la fameuse marque montréalaise, Le Cartel, avec qui je vends des prints, j'ai bossé avec eux sur une nouvelle collection qui sort en mai. Et il y a des patterns. Et c'est quoi? C'est comme vêtements, c'est tout? En fait, c'est du streetwear. Donc, il y aura des bombers. C'est cool parce que eux aussi, ils sont en train de rediriger leur marque pour faire des vêtements un petit peu plus edgy. Et du coup, Edgy? edgy dans le sens, t'as un peu classe, mais en même temps côté rue, Ok. tu vois. Je sais pas si j'ai utilisé le bon mot en fait, mais et du coup ramener des matériaux nobles, mais dans un style un peu street. Et ce que la collection qu'on va sortir, donc il y a de la broderie, ça va être chouette. Ouais, Il va y avoir du lin, des bombers, plein de trucs. En fait, ça va être
cool. Ça va être très, très cool. Et toi, tu fais tout à distance ou il y a des moments où tu vas te rendre sur place? J'y vais, en fait, dans un mois. Pour la sortie de la collection, je vais être sur place. Et éventuellement, je vais peut-être faire une structure dans la boutique et aussi un festival de mural à Montréal. Et Tu vas faire un tour, quoi. voilà, mélanger l'utile à l'agréable. Est-ce que tu utilises du coup ce côté freelance pour aller autre part, voir des choses que tu aurais envie de voir ou pas du tout? Oui. En fait, je l'ai fait beaucoup avant bébé, on va dire. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'habitais officiellement au Québec, mais sinon, j'étais tout le temps dans mes valises, aller à gauche, à droite un petit peu. Au final, j'avais juste besoin d'avoir mon ordi avec moi et 2-3 vêtements, et puis c'est tout. Je me suis promenée beaucoup, ouais. Mais au final, en plus, quand je me promenais, je restais, tu vois. Je passais pas genre une semaine ou deux, je restais genre 2-3 mois. Donc, j'ai eu l'impression d'habiter à Paris, par exemple, sans vraiment y habiter. Et d'où, après, les contrats que j'ai développés sur place aussi. Tu finis par rencontrer des gens et rentrer dans le marché sur place. Comment t'organises ces 2-3 mois? Tu sais que c'est 2-3 mois avant de partir ou c'est durée indéterminée Oui, dans le sens que j'ai un billet d'aller-retour. D'aller-retour. Mais aussi. dedans, je fais un peu ce que je veux. Pas forcément, je me dis pas forcément, je vais passer mes 3 mois ici. Tu vois, je me dis, je vais bouger. Si je m'emmerde, je pars. C'est ça. Et du coup, tu regardes des réseaux pour rencontrer des gens ou tu vas dans des endroits qui te donnent envie? Ouais, plutôt des endroits qui m'inspirent. Donc, je sais pas s'il y a des événements, s'il y a des festivals, s'il y a des expos, des trucs comme ça, ou si des potes que je trouve, eux, inspirants dans leur manière de créer, je vais suivre où est-ce qu'ils vont, en fait, tu vois, et essayer de rencontrer les gens qui connaissent. Et c'est ça, je le fais inconsciemment, peut-être, sans trop réfléchir. Là, je vais rencontrer des gens, mais ouais, j'y vais un peu à l'instinct. À la curiosité. Je suis tellement admirative, je trouve ça trop drôle. Et du coup, en organisant et en gérant ça toute seule, quoi. Ouais. Et chapeau. C'est peut-être pour ça que maintenant, je me dis, je vais essayer de faire différemment. Je sais pas. J'ai touché une certaine manière de faire. Là, je veux peut-être changer un petit peu. Surtout que j'ai une structure familiale, maintenant que j'ai une famille, et que c'est plus mes parents, c'est moi les parents, moi et mon mec. Mais ouais, je sais pas, nouvelle manière d'aborder les choses. C'est trop stylé. Ok, parce que alors, tu as ton Instagram. Ouais. T'as un site internet. J'ai un site internet, ouais. C'est un portfolio, c'est quoi exactement? Ouais, c'est un portfolio, ouais. C'est un portfolio, c'est, disons, la crème de la crème de ce que j'ai fait. Ce que je considère être la crème, en tout cas. Ouais, ça montre tous mes projets, les patterns que je fais. Ça montre aussi les contextes, parce que les réseaux sociaux, c'est beaucoup quand ça se passe. Et après, ça se perd un petit peu, tu vois. Tu peux pas... En tout cas, moi, je pense pas à le faire à 3 ans après, dire « Hey, salut, j'ai fait ça il y a 3 ans, en fait, c'était très chouette. » Mais du coup, dans le site, tu peux, tu vois. Il est là, il bouge pas, ce projet-là. Et donc, tu peux mettre de l'avant différemment ton travail. Et expliquer un petit peu plus en profondeur chaque contexte de projet. C'est ça, si t'es intéressé, c'est chouette à voir, quoi. Tu sais si les gens s'en servent? De mon site? Ouais, ça arrive souvent, ouais, que des clients, quand ils me contactent, ils me disent on a vu ça sur ton site, on aimerait. Justement, ça les guide après sur ce que tu sais faire. Et du coup, tu vois, les gens aiment bien savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir un petit peu, tu vois, même s'ils veulent un peu l'effet surprise. C'est comme aller au resto et tu veux savoir le style du resto quand même, tu vois. Le resto, c'est un bon truc, ouais. Ouais, donc tu veux quand même choisir ton assiette, donc... Et c'est ça, et donc le fait d'avoir un portfolio en ligne, ça les guide un petit peu. Donc ils voient ce que tu es capable de faire et le potentiel qui s'applique après dans leur contexte. Ok. Et tu disais, en fait, tu fais pas trop de prospection en fait pour l'instant. Justement, c'est dans ma nouvelle stratégie d'en faire maintenant. Ouais, c'est ça. J'attendais un petit peu qu'on vienne me chercher. Et maintenant, je pense que je veux plus décider qui vient me voir. Même si, bien sûr, je suis encore ouverte à ce qu'on vienne me chercher. Mais peut-être faire un mix des deux, en fait. Mais je crois que c'est là où ça commence à être le kiff tu commences à choisir et en même temps toujours laisser un truc ouvert pour... Oui.
Parce qu'en fait, tu sais pas, tu vois, moi, quand je pense au nombre de personnes que j'ai pu contacter, je me dis, c'est cool qu'ils aient laissé cette porte de... je suis ouvert à d'autres possibles, en fait. Ouais, exactement, ouais. Ouais, parce que tu peux pas tout prévoir, en fait. Et, Ça. Donc maintenant, j'ai commencé à faire de la prospection, ouais. Et il y a eu un moment où tu t'es dit, c'est bon, ça marche, je suis artiste, ou pas du tout? Quand j'ai quitté mon boulot, en fait, mon poste, là, je me suis dit que j'étais capable d'en vivre. Après, j'ai quand même travaillé assez pour essayer de mettre de côté 1 an de salaire, au cas où vraiment j'avais rien qui rentrait, mais c'est pas arrivé, donc depuis. Et ça fait une dizaine d'années, donc ça va, je pense. C'est trop cool. Et du coup, si tu avais une recommandation à te faire en arrivant, par exemple, à Berlin, Ouais. tu te dirais quoi? À moi-même, Ouais. d'aller plus vers les autres, en fait. Là, je pense, le fait, confinement, grossesse, machin, ça m'a encore plus renfermée sur une bulle et ouais, il faut que j'en sorte, en fait. Et j'ai l'impression, après tout, je suis venue à Berlin parce qu'il y avait cette énergie dans cette ville et que je voulais rencontrer plein de gens. C'est moins arrivé comme ce que je m'attendais et ouais, je voudrais m'ouvrir plus aux autres, en fait. Plus oser, plus appeler les gens qui m'intéressent et leur dire salut, genre, prendre un café. Tu penses que tu reviendras? Oui, c'est sûr. Ah, oh la vache. Pas pour vivre. Plein Hein. de certitudes. Je pense Non, pas mais, pour vivre, non, mais oui, oui. De toute façon, je pense qu'on s'attache aux places où on a vécu et après, c'est toujours cool de revenir, ne serait-ce que pour revoir les personnes qu'on laisse derrière, parce que entre-temps, on se crée des nouveaux amis. Quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Puis Berlin, c'est Berlin. Je veux dire, même si j'enlève toutes les personnes que je connais ici, il y a quand même assez de choses intéressantes pour que j'ai envie de revenir. C'est ce que je voulais te demander. Ouais, toi qui as du coup pas mal bougé, est-ce que c'est au niveau street art et artistique, c'est vraiment quelque chose d'unique? Ouais, en vrai, ouais. Ouais, c'est... Même si il y a plein d'autres villes où tu as cette espèce d'effervescence et ce côté où ça ne finit jamais, tu vois. À Paris aussi, j'ai l'impression que je peux jamais consommer la ville, le côté culturel, je veux dire, mais Berlin, c'est incroyable, en fait. Je pourrais même pas décrire le niveau. T'as tout. T'as tout. T'as autant des trucs expérimentaux, chacun fait son trip, que des trucs vraiment, genre, à l'échelle internationale, incroyables. Je sais pas, je m'attendais pas à voir des pièces d'artistes devant moi comme ça, puis c'est juste un truc normal dans un musée parmi d'autres, genre, et que c'est pas le truc de la ville. T'as accès... Genre quoi? Je sais pas, genre des tableaux de genre Andy Warhol ou juste salut, je suis là. Puis c'était même pas le clou de l'expo. Tu vois, genre, je savais même pas que c'était là, tu vois. Ou des installations d'artistes dans la rue. C'est juste incroyable, ça te surprend tout le temps. Et ouais, non, il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, c'est sûr. J'aime bien comment Julia, elle le disait. Je dis toujours Julia, c'est Julia. By the way. Julia Albuquerque qui disait ce qu'elle préférait à Berlin, c'est que c'était random. Ouais, elle disait c'est tellement random, genre. Ouais, ouais. Et le fait que tu peux croiser des gens hyper connus, personne leur demande un selfie ou je sais. Ouais, juste y vivre, ouais. C'est ça. Puis après, t'as de l'art au milieu de la rue. On avait un investisseur américain pour mon entreprise du jour. Et en fait, il visitait Berlin et il nous demandait un peu qu'on lui explique comment ça fonctionnait. Et en fait, il y a différents projets sociaux. Et on disait oui, parce qu'il y a quand même une question de drogue à Berlin. Ouais. Et autant, il n'y a pas une politique contre, même si c'est devenu... Ça s'est un peu aggravé quand même, la situation. C'est des drogues plus dures, etc. Ouais. Mais il y a ce truc de... Tu as le droit d'expérimenter et tu trouves du soutien si tu en as besoin. Tu vois, ils mettent plus sur le soutien que sur la défense. Enfin, c'est mon impression pour l'instant. Et en fait, le mec qui arrivait de New York disait ah oui, parce que j'ai vu quelqu'un qui faisait une overdose dans le métro ce matin. Et vraiment, on était en mode lundi typique. Ouais. C'est quand même, tu peux pas dire ça n'importe où, quoi. Ouais, non, c'est clair. et tu vois, en y réfléchissant, on se disait il y a ça et en plus, il y a le côté très safe en même temps. Ouais. C'est pas que c'est même pas des cartels de drogue qui se battent dans la rue, tu vois, genre c'est... Non, en fait, c'est chacun, je veux dire, la personne va vivre son malheur toute seule si ça va du côté malheur, en fait. C'est ça. Mais tu vas pas te sentir agressé ou en danger si t'es à côté ou si t'évolues dans la ville, non. Bah, justement, moi, je m'attendais pas du tout à ce que cette ville soit
aussi confortable. C'est ça. En plus du côté what the fuck, il y a aussi le côté je suis à la maison, je suis bien, je me sens pas du tout agressée par rien du tout. Et je sais pas, t'as comme toutes les parties de ta curiosité qui peuvent être assouvies dans une journée, en fait. Vrai. C'est tellement ça. Ouais. Autant dans la bouffe que tes yeux, ce qu'ils vont voir, que les gens que tu vas croiser, que les conversations que tu vas avoir. Et puis, la ville attire ces gens-là. En plus, après, t'as les locaux qui sont fascinants par tout ce qu'ils ont vécu. Genre, le bagage est incroyable. Plus tout le monde qui se retrouve ici parce qu'ils sont fascinés par ça aussi et qui ramènent leur touche aussi. C'est difficile à reproduire ailleurs, en fait. Cette ouverture, ouais. Donc oui, je vais revenir, ouais. Ouais. Et en plus, je trouve que moi, c'est ce que j'aime bien dans le truc, la météo qui est pas chouette. Ouais. C'est que ça fait une vraie barrière, du coup, des gens qui ont envie de rester ou qui restent pour d'autres choses. Ça filtre, ouais. Ouais, ça filtre quand même. Ouais, grave. Bah, moi, j'ai pas passé le filtre. Mais du coup, ouais, mais ce qui fait que t'as des c'est un peu la force du truc aussi, du coup, parce que t'as des populations différentes en fonction de qui vient, pourquoi, à quel moment dans l'année. Là, c'est le printemps. Les gars, laissez tomber. Là, tu sens que c'est... T'as 2 coups de pluie pour calmer un peu le truc, tu vois. Ouais, c'est ça, pour pas que ça soit la débandade dehors. Mais tu sens que ça revient, là, en force. Ouais. Mais justement, cette ville est comme toutes les villes, quand il fait beau, le meilleur potentiel ressort. Mais dans des villes où il fait mauvais souvent, tu sens qu'il y a une effervescence incroyable quand il fait beau. Mais justement, je l'ai vécu aussi au Québec avec les longs hivers. Et ici, la longue grisaille, plutôt. Ouais. C'est une énergie... C'est vrai que les longs hivers, c'est encore un autre truc, parce qu'il fait très froid, du coup. Non, il me semble que c'est... Il fait froid longtemps, en fait, plutôt que... oui, il fait froid. Dans les chiffres, je veux dire, il fait froid. Quand même. C'est du négatif, quand même, non ? Oui, c'est du négatif, et des fois du très négatif, mais le très négatif dure pas très longtemps, et tu t'habitues, en fait, tu changes tes critères assez rapidement, tu vois. Je veux dire, moins 15... à la fin, j'étais venue à me dire que c'était pas très froid. Alors que s'il fait moins 15 ici, je sais pas, je le verrai plus de la même façon maintenant. Vrai. Puis t'as aussi un truc de la barrière de ta sensibilité corporelle est pas la même. En plus, tu vois, à partir de moins 15, tu fais plus trop la différence jusqu'à moins 30 aussi. Peut-être. Il fait froid. Ça fait mal, en fait, plus qu'il fait froid. Ouais, en plus. C'est douloureux. Ouais, mais oui, la météo, ça finit par être un élément assez prédominant dans où on veut vivre. Et malheureusement, Berlin est grise, quoi. Malheureusement. De toute façon, on ira suivre tes aventures. Au soleil. Au soleil. Comment est-ce qu'on peut te suivre ? Où est-ce qu'on te suit ? On peut me suivre sur Instagram, je pense que c'est le plus simple. Facebook aussi, si encore des gens utilisent ça pour voir des pages. C'est assez actif quand même. Hein. Ouais. Je sais pas si les prochaines générations vont s'en servir. C'est là où je me demande. J'ai l'impression que ça perd un petit peu ou même moi, tu vois, je l'utilise différemment qu'avant. Et maintenant, je l'utilise surtout pour parler à des potes que pour voir ce qui se passe dedans. Et du coup, je continue de poster mes trucs là au cas où, mais je t'avoue, c'est surtout Instagram, vraiment, vraiment Instagram. Donc si on veut me suivre, je suis là. Ok. T'as des références que tu pourrais nous donner, de livres, de trucs qui t'ont plu ou... Mon Dieu, j'en ai tellement, et j'ai surtout une mémoire horrible des noms, mots, titres, de tout. Donc comme ça, te sortir des titres, je t'avoue, ça va être un peu difficile. Un truc que on va dire une chose pour quelqu'un qui commencerait dans l'art, par exemple. Genre une Bible. Écoute, si t'as une Bible. J'en demandais pas tant, mais... Le pire, c'est que j'en ai une, mais j'ai oublié le titre. C'est vraiment un énorme livre que j'ai. Et ça t'apprend à écrire des contrats, à mettre un prix selon le marché que tu vises. C'est génial. Mais c'est basé sur le marché américain, mais qui est à peu près semblable au marché européen, on va dire. Mais j'ai oublié le titre. Et je suis grave curieuse, parce que pour le coup, j'en ai lu, non pas en entier, mais c'était vraiment une Bible. Ouais. Et c'était sur l'industrie de la musique. Ah, c'est cool. Exactement pareil, je pense, mais l'industrie musicale. Et
C'est un livre absolument exceptionnel. En plus, c'est très fort parce que ça a été écrit par un juriste américain avec beaucoup d'humour. C'est vraiment genre la crème de ce que tu peux avoir. Genre le mec, il te raconte des années, des 40 ans d'expérience avec ses conseils, ses recommandations. Ouais. Et en fait, dans le titre en bas, il y a écrit, ça s'appelle How to Live in the Music Industry, tu vois, un truc comme ça, How to Make Business in the Music Industry. Et dans les recommandations, t'as Katy Perry qui a dit j'ai tout appris de ce livre, tu vois. Ah ouais. Et bon, tu vois, c'est quand même marrant. Je signe aussi, tu vois. Si Katy Perry le recommande. Non, elle a mis son commentaire, c'était un truc du style j'ai appliqué tous les conseils du livre et je m'en suis pas trop mal sortie, tu vois. Un truc comme ça. Ok, je suis curieuse. Cette version-là. Donc ouais, en vrai, ça serait un livre que je recommande, peut-être pas à lire de bout en bout, mais quand on a besoin, genre tu reviens souvent. Est-ce que je peux te le donner par écrit après et après tu le mets sur le site? On le mettra sur le site. Vu ma mémoire, ouais. Et après, je trouve que c'est tellement... ça dépend de la curiosité de la personne et comment tu consommes aussi. Il y en a beaucoup, ça va être des livres. J'ai été très livre pendant longtemps. Et après, quand j'ai commencé à bouger, j'ai changé un petit peu parce que c'était un peu lourd à se promener partout avec des livres. I can relate. C'est ça. Du coup, ça me manque, c'est dommage. Mais t'as maintenant... T'as pas pris une liseuse, non? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de tripes visuelles dans une liseuse, tu vois. Ouais. Je te parlais surtout de livres visuels. De bandes dessinées ou de... Ouais, énormément de bandes dessinées. Faut que tu ailles voir Claire avant que tu partes, alors là, vraiment... Oui. Ouais, mais énormément. Justement, je me retiens de ne pas acheter des BD parce qu'en général, elles sont énormes et dures à... Tu fais pas de bande dessinée, ouais, dans tout ce qu'on a évoqué? Non, j'en fais pas, non. Je suis pas trop dans... Je sais pas si tu as remarqué, mais je fais peu de dessins, en fait. Comment expliquer? Je suis pas bonne pour faire des personnages dont on tourne 360 degrés, tu vois, et faire différents plans, genre un peu comme un scénario et tout. Je sens que c'est un gros effort si j'essaye de le faire. Tu fais des hiéroglyphes? Peut-être, ouais, quelque chose de plus statique, ouais. Un petit peu plus statique. Mais donc ouais, j'adore en consommer, mais je ne pourrais pas, je pense. Mais c'est vrai que c'est vraiment c'est pour ça qu'on ne peut même pas mettre... Enfin, le mot illustrateur, il ne représente pas non plus que la différence entre bande dessinée... Ouais, enfin, c'est large, ouais. De cases, en fait. Enfin, cases, pardon. Il y a plein de différences. Ouais, il y a plein de niveaux et plein de différences. Gens, voilà. Ouais, effectivement. Ouais, du coup, on a l'impression que quelqu'un qui dessine comme métier sait dessiner tout, pas forcément. Du coup, à la fin, tu finis par dessiner ce que tu maîtrises et abandonner ce que tu sais pas faire, tu vois. Si ça t'intéresse pas, bien sûr, mais... Et ce qui est drôle, c'est que souvent, tu découvres ce que tu maîtrises. Ouais. En fait, tu le sais pas ou tu décides pas ce que tu maîtrises. Ouais, tout à fait. C'est en le faisant que tu te rends compte que tu sais pas du tout dessiner des mains ou des pieds ou, tu vois, des trucs comme ça. Mais ouais. Ouais, parce que t'as illustré un conte de Maupassant, c'est ça? Oui. Ouais. C'est très beau. Alors, allez voir, c'est très, très, très joli. Et ça, c'était un projet perso ou c'était... Non, c'est pour une maison d'édition. Et c'est pour une maison d'édition française. C'est des livres interactifs pour enfants en ligne. Et du coup, tu peux les lire sur ton ordi ou sur la tablette. Et il y a des petites animations sur chaque écran. Donc, chaque écran qui est équivalent à une page d'un livre. Et tu vois, pour me sentir à l'aise de dessiner une histoire, je le dessine un peu comme des gravures, comme des plans séparés. Ouais, c'est très 2D. Et il n'y a pas beaucoup de personnages dans les histoires que je suis capable d'illustrer, quoi. Et tu vois, dans ton univers graphique, ça me fait beaucoup penser à Azur et Asmar. Je sais pas si tu connais. Non, du tout. Ah, attends. Est-ce que c'est un dessin animé? Non, un dessin animé. Ah, mais oui, c'est beau, oui. Ah oui, c'est vraiment... Ouais, oui, c'est trop beau, pour ouais. vous dire que c'est beau, hein. Oui. C'est vraiment très beau avec ses lumières, ses couleurs, ses traits. Ouais. Il y a le côté un peu art islamique, justement, qui se retrouve peut-être un peu aussi dans mon travail. Le côté pas visage, il me semble que c'est aussi... Ouais, pas visage, et beaucoup de motifs. Et beaucoup de motifs floraux aussi. Inspiration de la nature et pas de l'humain, forcément, ou de l'abstrait. Ouais. Tu fais pas des cubes et des ronds, quoi.
à part s'ils sont dans des fleurs. Et en plus, t'as cette jolie touche de modernité, de choix de couleurs. Ouais, j'aime bien mettre des couleurs qui pop, que ce soit joyeux. Ouais, j'aime bien que quand on regarde un dessin, on sente un petit peu de joie, en fait. Que ce soit, que ce soit agréable, je sais pas, ou que ça t'amène... justement, j'ai été amenée à vivre dans des pays assez gris depuis un moment, et, et c'est un peu ma manière de faire qu'il fait beau comme ça, quoi. Et comment tu crées tes patterns de couleurs? Tu veux dire choisir quelle couleur qui va aller avec laquelle? Je dis pattern, palette. Palette, ouais. Pardon. Je sais pas où je cherche des inspirations, je vois un peu ce que les autres font, ce qui a déjà été fait, ou bien des fois ça sort tout seul, des fois je tente des trucs puis finalement ça a aucun sens. Ouais, tu testes en fait, tu testes plein de trucs, mais de toute façon, je pense qu'on absorbe tellement tout ce qui existe autour de nous de visuel que finalement on finit par assimiler, je sais pas, que le turquoise et le rose ça va être beau, ou tu vois, des trucs comme ça. Et quand tu vois que ça fonctionne, tu te dis ah bah tiens, il a pensé à ce truc, j'y ai pas pensé, peut-être que je peux l'essayer aussi à ma manière. Ok. Donc voilà. Tu t'as fait un peu de tatouage aussi, non? Ouais, j'ai fait pas moi qui tatoue, mais des commandes de tatouage. Les gens se sont fait tatouer après les dessins. C'est assez cool. Parce qu'en plus, j'ai même pas la responsabilité de gâcher le dessin ou pas à la fin. Non, mais c'est chouette parce que c'est un moment très intime en plus avec les gens. En général, ils vont te parler d'eux, tu vois. Tu peux pas juste faire un dessin comme ça qui va aller sur la peau de quelqu'un toute sa vie sans que tu partages un moment. Et c'est un peu comme ton podcast, tu vois. Tu parles avec la personne, tu finis par demander des questions un peu plus personnelles et on connaît beaucoup sur la vie de l'autre. Et pour faire un tatouage, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce moment-là. Donc c'était très le fun à vivre, à part le fait de faire un dessin et te dire oh, la personne me fait assez confiance quand même pour se rendre là, c'est cool. Ouais. Et du coup, tu trouvais un tatoueur qui l'exécutait en fait? Ça dépend, il y a des gens qui ont déjà leur tatoueur. Ah, ok. Ou qui allaient trouver le tatoueur après. Ou des fois, j'ai recommandé des tatoueurs, mais ça dépend, tu vois, ça dépend de la personne en fait. Je trouve pas. Ok, donc ça, encore un truc dans ta palette, quoi. C'est sympa parce que ça s'applique à beaucoup de choses en plus, du coup, ton art ou ce que tu fais. Ouais, c'est cool, heureusement, parce que je pense que je m'ennuierais vite en fait si je change pas de contexte. J'aime bien que les contextes changent, ouais. Même si à la fin c'est toujours du dessin, mais l'application est différente, les gens sont différents, les demandes sont différentes, les ambiances sont différentes, c'est cool quand même. Ça change. Et t'as jamais... Il y a dans les références... Attends, je reformule. Tu me parlais de cet épisode que tu avais enregistré, il me semble. Ouais. Mais je vais te demander si au niveau presse, on trouve des interviews de toi? Non, hein. Par écrit, un petit peu. Tout petit peu. Un tout petit peu, ouais. Intéressez-vous à Farah, c'est trop bien. Je veux plus de Farah. Ouais, un petit peu. Écoute, je suis pas contre. Non, mais c'est... En tout cas, ça me fait très plaisir parce que je te dis, moi, tu as un univers visuel que je trouve assez unique, tu vois. Et j'étais avec ma sœur en France récemment, et en fait, elle avait un magazine où dedans, c'était une illustratrice qui avait fait des flacons pour Fragonard. Ouais. Et tu vois, avec un style très floral, avec ouais. tout et tout. Et je trouve que toi, t'as une patte qui passe bien aussi dans, tu vois, tous ces niveaux-là. Enfin, c'est très... Ça parle à beaucoup de niveaux différents, quoi. Ouais, effectivement. Bah, il y a aussi un kiff aussi à ce que les dessins soient appliqués sur des produits. En fait, chaque contexte a une joie différente. Et j'en ai fait en plus et ça marche bien, je pense. Puis ouais, encore dans ma stratégie, un truc que j'aimerais garder et développer un peu plus. Ouais. Dans les gens qui nous écoutent, est-ce que... pour quelle raison de contacter? Parce que je suis sympathique. Je confirme.
Pour quelle raison? Bah écoute, pour égayer quelques trucs. Je sais pas, ça dépend s'ils ont un produit à vendre. Je pense que ça change quelque chose de l'habiller différemment. S'ils aiment juste consommer l'art, s'ils aiment d'ailleurs ce que je fais. Après, c'est très personnel, la manière d'apprécier des images ou pas. Non, je pense que c'est quand même cool aussi. Je sais pas, je pense par exemple à un contrat que j'ai fait dernièrement. C'était l'identité d'un bar à cocktail au Cambodge. Et du coup... des amis, d'amis. J'aime bien. Et du coup, je pense que juste la personne, c'est quand même super agréable d'avoir un dessin qui va être fait juste pour ton truc, tu vois. C'est ton identité, ça va être l'identité de l'endroit que tu es en train de développer. Donc déjà, toi, tu fais ton projet, tu penses à 50 000 autres choses, mais en plus, tu t'offres ce genre de... C'est pour ça, c'est ce que me disait Claire, tu vois, qu'il y a du coup un mur qui a été fait par Sébastien dans sa boutique, Oui. et qui me disait, bah, qui te dit dans le podcast aussi, c'est ton projet... Et ça, c'est ton cadeau sur le projet en plus. Ouais. Parce que tu vas vivre avec tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est ton bonbon à toi-même un petit peu, quoi. Ça. Ouais, exactement. Tu t'offres, si tu apprécies vraiment le travail de cet artiste-là, tu le prends avec toi, en fait. C'est cool. C'est quand même cool. Oh, c'est trop stylé. Ok, donc on peut te contacter. Il n'y a pas de... Enfin, on peut te contacter pour beaucoup de raisons différentes, en fait. Au final, ouais. Ouais, mais tout converge vers l'illustration. Oui, quand même. Ouais. Ça marche. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé qu'on parle ou aborder, ou un truc en plus à dire? En plus, je sais pas en plus depuis combien de temps on parle, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Ça va faire 2 heures. Oh là là. Ouais, non, ça va en fait. On a fait un petit tour. Ouais, je pense, ouais. Trop bien. Non, alors, encore une fois, moi, ce que je me permets de faire un mini résumé. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est tous les domaines que tu touches. Parce que je te dis, entre la scénographie, faire venir... C'est un peu... comment il s'appelle ce mec qui est à Paris, il me semble, qui dessinait partout. Enfin, c'est blanc et il fait des traits noirs. Ouais. Je sais plus son nom. Ouais. Je le mettrai sur le site. Mais tu vois, ce truc de rentrer dans des univers et toi, en plus, t'as quelque chose de très lumineux, donc c'est très beau, quoi. Et entre ça, les vêtements, les illustrations, les contes, enfin, t'as quand même une diversité assez ouf. Et du coup, je suis trop contente qu'on ait pu en parler. Merci beaucoup de t'intéresser, déjà. C'est trop cool. Donc, trop bien. Ok, et ben, on va te suivre là-dessus. Regardez le site internet parce qu'il y aura toutes les notes. Et il y aura le super questionnaire avec des petites questions en plus de... Ah ouais. Ah, ça, tu me l'avais pas dit. Non, garde des surprises. Mais du coup, je le mentionne là parce que je sais que les gens ne le savent pas forcément. Ouais. Mais en fait, il y a toujours un questionnaire en plus qui est plus sur Berlin, du coup, tu vois, qu'est-ce qui t'a plu le plus. Bon. Donc c'est pour ça. Comme ça, quand tu veux, si tu reviens, tu auras une petite... Ouais, c'est ça, une note à moi-même pour mon mois futur. C'est ça. Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Farah. Merci beaucoup, Gabrielle. C'était chouette. C'était trop cool. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de Toi et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.